les deux plus grandes peurs de l'être humain. Ça, La c'est deuxième, c'est la peur de l'humiliation publique. Bah, nous, on y fait face quasiment tout le temps, quoi. En fait, apprendre à gérer la frustration, c'est la base et c'est aussi important que l'écriture. Bah, l'ego trip du stand-up m'a fait avoir moins d'ego dans la vraie vie. T'as tellement eu des moments inconfortables. Ça calme et ça fait prendre du recul. Ouais. Bienvenue dans Rupture Co. Ici, pas de conseils de productivité ou de promesses de job de rêve, juste des invités qui discutent avec moi de passion, doute et de rapport au travail. Parce qu'aimer ce qu'on fait, c'est bien, mais payer son loyer, c'est pas mal non plus. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser ton avis et à le partager. Bonne écoute. Salut Alain, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va super. On est bien là. On est bien? On est bien. Confortable? Super. Moi, J'aime bien. Le piano et ça, donc c'est un peu moins J'aime bien l'ustensile aussi. Impeccable. Quand même, C'est un quoi du coup? On est sur un écrase purée. Parce qu'en fait, moi, je viens d'apprendre là, il y a quelques secondes que la purée s'écrase. Oui. Moi, j'étais pas au courant. Oui. Apparemment, pour moi, c'était juste de la poudre en fait. Et Mais, non. la purée s'écrase. Avant de la poule, c'était une pomme de Terre. Voilà, franchement, déjà tu viens d'arriver, on apprend déjà des trucs. On en apprend des choses ici. Écoute, Alain, je suis content de t'avoir parce que t'es le premier humoriste. Tu ça comme humoriste? Humoriste, ouais, c'est ça. Ouais, tu Humoriste ou humoriste. stand-upper, comme tu veux. D'ailleurs, bonne question. Tu te penses comment quand on te demande ce que tu fais dans la vie? Humoriste, ouais. Ouais, cash. Ou je fais du stand-up, ouais, carrément. Ouais. J'ai pas du tout de honte par rapport à ça, d'avoir un métier qui est un peu particulier, qui sort un peu de l'ordinaire parce que j'ai choisi. Ouais, Tu vois, forcément, je l'ai choisi, c'est un kiff. Après, c'est à moi d'expliquer aux gens parce que parfois ils sont en mode, mais du coup, comment ça se passe? Tu sais, ils sont très. Les gens sont très curieux à l'égard de ce métier parce que, on va dire, dans les personnes, on va dire, lambda, Ouais. c'est très rare d'avoir un pote humoriste ou une connaissance humoriste. Donc forcément, ça suscite un peu la curiosité, quoi. Ouais, de ouf. Tu Parce vois. qu'avant de faire ça, t'étais comptable. Comptable, exactement. Ah, attends, je te fais un peu l'historique parce que j'ai un peu étudié ton dossier. Ouais, dis-moi. T'as fait master CCA en école de commerce. Ouais. Après ça, pendant ça, t'as été apprenti comptable, puis comptable général chez ça. AXA, chez Dassault, donc des Exact. grands groupes. Ouais. Et Natixis. Ouais. Au bout de 9 ans, tu te dis, vas-y, flemme. La compta, ça me saoule. J'ai fait 8 ans de comptable parce qu'en fait, j'ai fait 5 ans d'alternance et Ouais. 3 ans en CDI, CDD. Ok. Donc ça en fait 8. Quand est-ce que ça m'est venu? En fait, si tu veux, j'ai toujours plus ou moins su que à terme la compta ça allait peut-être me saouler, mais je me suis fait un peu aveugler moi par l'environnement du travail, les collègues sympas, les grosses boîtes avec les gros CE. Bien sûr. Ça moi ça m'a tenu en haleine très longtemps, ça. Tu vois, pendant longtemps je me dis bon peut-être qu'en fait c'est ça la comptabilité. Et le jour où je suis allé dans une boîte où mes collègues c'était pas fou, du coup il me restait plus que la compta, je me dis ah mais en fait c'est pas ça moi que je veux. J'ai quand même dû finir mon master. Parce que bon là, j'ai commencé un truc, j'ai dit bon, on va tranquillement le finir. Donc j'étais en master 1, ça chez AXA. Ouais. Mon master 2, donc j'ai quitté AXA, je suis allé chez Natixis. Mhm. Et ça s'est quand même mieux passé parce que je me suis fait des potes. Et voilà, moi, tu sais, tu mets des potes, des collègues, une ambiance. Je suis pas été boueur, j'en ai rien à T'es foutre. pas un mec difficile, quoi. Voilà, exactement. Ouais, Ok. ça c'est un peu ma philosophie de vie. C'est-à-dire que je suis heureux avec très peu de choses. Donc ça peut être cool dans un certain quand tu prends d'une certaine perspective. Mhm. Mais parfois ça peut te mettre pas des bâtons dans la roue, mais parfois ça peut t'aveugler. Parce que t'es en mode, vas-y, chill, détente, tranquille. Ouais. T'es sur des rails, tu te laisses porter, puis en fait, Exactement. temps de contact. Mais en fait, c'est pas ça. je kiffe pas. C'est ça. Donc, après, j'ai démissionné de AXA. Ouais. Quand j'ai été en alternance. En plus, moi, j'ai démissionné sans avoir trouvé l'autre alternance. Donc, du coup, j'étais un peu entre les deux en filibre parce que du coup, si j'avais pas mon autre boîte, je devais payer l'école. Et c'est une école qui n'était pas donnée. Ouais. Donc, forcément, ça m'a fait un petit coup de flip, on va dire. Donc, après, je suis allé chez Natixis, c'était quand même un peu mieux. Et c'est là, sur les vacances d'été, en fait, de chez AXA. Donc, je quitte AXA, on va dire, je quitte fin juillet, comme ça. Ouais. En août, je pars tout seul en vacances. Et c'est mes premières vacances seules. Depuis, je fais ça quasiment une fois par an, on va dire. Et là, je me dis, vas-y, je rentre en introspection. Donc, à cette période-là, je lisais, je pense, un livre de dev perso par semaine. Ah ouais. Ah, j'en bouffais. C'était à base de faut se lever à 6h du mat, faut faire ça. Exactement, ouais. Ça m'a d'ailleurs un peu bougé le cerveau, ça, quand même. Ok. Et donc, du coup, j'en ai bouffé. Donc, grosse introspection sur moi-même et tout. Et donc, en partant en vacances, je tombe sur la biographie de Kevin Hart, donc, qui est un humoriste américain très connu, qui est même déjà venu à Paris. Il a fait l'Olympia, je crois, quand. T'y es allé? Non. J'étais encore en vacances. Et je tombe sur sa biographie. Là, petit déclic quand même. Je me dis, mais c'est un peu mon histoire, ça. En vrai, c'était un gars qui a toujours eu ce contact facile avec les gens, qui a toujours été l'amuseur de galerie en classe, et qui s'est dit, vas-y, c'est la seule chose que je sais faire, donc vas-y, go. Donc, moi, je dis, vas-y, je tente. Sauf que moi, quand je lis ça, je suis à New York. Donc, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je tente un cours d'impro en anglais à New York. Donc, un peu catastrophique quand même, parce que je suis pas bilingue. Je parle bien anglais, mais
mais je suis pas bilingue. Donc ça, c'était ta story du coup en 2018. C'est ça. C'est ça, ok. Ouais, c'est ça. Tu t'avais dit super moment, incroyable, mais en vrai un peu galère. Ah ouais, c'est galère. En même temps, c'est un métier casse-gueule. Et juste vraiment, tu y es allé, tu t'es pointé. Ouais. C'est quoi, c'était un contact ou juste t'avais vu le Comedy Tu Club? vois, sur Internet, je suis allé sur Internet, j'ai fait mes recherches, j'ai vu que il y avait moyen de faire un cours d'impro en anglais. J'y suis allé, je fais le cours d'impro. Et là, je me dis, ouais, putain, c'est compliqué parce qu'en fait, un cours d'impro, même en français, c'est hyper dur. Ouais, je te confirme. Tu t'en as déjà fait? J'en ai déjà fait un peu, ouais. Hyper dur. C'est super dur. Même dans ta propre langue. Moi, j'ai fait ça en anglais, alors que j'avais jamais fait d'impro de ma vie. Comment t'as fait, du coup? En fait, c'est que, genre, ils ont été hyper conciliants avec moi parce que vraiment, genre, je comprenais les trucs à peut-être 10 minutes après, genre. Ouais. Parce que déjà que moi, j'ai fait un peu d'impro en français en 2020, je crois, pendant le Covid, et j'ai vu la difficulté du truc. Et vraiment, oui, quelle dinguerie d'avoir fait ça en anglais sur la première fois que j'en ai fait. Donc ouais, c'était particulier, ouais. Et donc, t'as pas dégoûté quand même? Non, parce que je me suis dit, vas-y, on persévère un peu quand même. Moi, j'ai ce côté de ok, on kiffe la vie, mais quand c'est dur, on s'arrête pas. Ok. Tu vois, c'est ce truc c'est là, on va dire, l'équilibre que j'ai dans ma personnalité, c'est que je suis à la fois un énorme kiffeur, mais aussi un gars qui persévère de fou. D'accord. Donc du coup, c'est les deux qui s'équilibrent. Ouais. Mais tu vois, tu me dis tout à l'heure que toi, il suffit d'avoir des potes un peu sympas, un environnement un peu cool, et en fait, sur des rails, tu continues. Mais là, en 2000, tu viens de me dire que tu as quand même essayé de te mettre en danger à plusieurs reprises. Ouais. En anglais, en plus, quand tu es pas langue, enfin, c'est pas anodin, quoi. Ouais, mais pour moi, le danger, tant qu'il y a un peu de kiff, c'est pas du danger pour moi. D'accord. En fait, j'ai ce côté du vas-y, on y va, on rigole, on verra. Tu vois, genre, en fait, moi, j'ai un truc, c'est qu'il faut que je prenne rien trop au sérieux. Sinon, j'y arrive plus. Je deviens une espèce de caricature de moi-même, de somme de livres de dev perso que j'ai lu en 2020. Le mec qui prend des douches froides et ça, ouais, tu vois, quand c'est trop sérieux, moi, j'y arrive plus. Par contre, si tu me dis que c'est pas sérieux, là, je peux persévérer pendant des années et des années. Ouais. Mais par contre, c'est ce truc-là, et c'est la raison pour laquelle j'y suis allé en mode kiffeur, mais en mode, vas-y, il y a quand même un petit enjeu, parce que tu peux pas non plus tout prendre, tu vois, la vie, elle est quand même un peu sérieuse. Tu es obligé de mettre un peu de volonté là-dedans. Donc ouais, c'est grâce à ça. C'est grâce au côté, vas-y, on se prend pas trop au sérieux, donc vas-y, on tente. Et le côté caricature de toi-même, est-ce que c'est un truc que tu avais aussi vu quand tu étais chez AXA et qui t'avait un peu dit, putain, en fait, je sais pas qui je suis, enfin, ce comptable-là, ça me va pas. Ou alors, du coup, qui était ailleurs? Genre, en soi, le métier t'intéressait ou pas du tout? Je pense que quand même le métier m'intéressait un petit peu parce que j'ai toujours un peu cette passion d'économie. Je kiffe l'économie. Okay. Donc je kiffe BFM Business, je kiffe les podcasts d'entrepreneurs, je kiffe par exemple le journal de l'Écho. Je kiffe de fou quand ça parle d'entreprise. Actuellement? Comment? Le ministre de l'économie actuellement, c'est putain, comment il s'appelle? Et puis je vois sa tête. Son prénom c'est Eric, je crois. Bah, mais moi, je saurais pas dire. Voilà, on vérifie à l'info. Je pense que j'avais quand même une appétence pour tout ce qui était chiffres et économie. C'est un truc que je kiffe même encore aujourd'hui, alors que je fais plus de comptabilité. Mais je pense que c'est plus un hobby, c'est pas mon hobby quand même de. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'était pas assez pour en faire un métier. Un métier sur le très long terme, on va dire. D'accord. Et ça, tu t'en es rendu compte que du coup chez AXA? Ouais, parce que en fait, je m'en suis rendu compte parce que moi, quand tu me mettais des bons collègues, je m'en rendais pas compte. Moi, ça parsemait en fait. Et avant, t'avais l'école, donc t'avais plein de trucs. C'est ça. T'étais pas occupé moi, j'ai fait de l'alternance, c'est-à-dire que j'étais à l'école 2 jours et 3 jours en entreprise. Donc, du coup, c'est-à-dire que à chaque milieu de semaine, ma semaine, elle recommençait. Tu vois, donc il n'y a pas vraiment de routine. Genre, du coup, il y avait un côté. Tu te laisses porter un peu. Puis aussi, t'as 24 ans. Hein, tu sais, genre, t'es pas dans des grands trucs profonds. Là, j'en ai 30. Forcément, tu commences à être un peu plus mature, à voilà, ça, tu te poses des questions qui sont plus profondes, tu as plus dans le détail, alors que, avant, pas trop, quoi. Ok. Et donc, tu as ce déclic-là chez AXA, et donc tu changes, tu vas chez Natixis, tout ça jusqu'en 2023. Et en 2023, tu mets un post Insta qui s'intitule Chère comptabilité. Exactement. Alain de la Compta. C'est ça. Et en fait, c'est passé quoi pendant tout ce laps de temps? Tu as essayé de monter en gamme sur le stand-up, tu faisais quoi? C'est passé beaucoup de choses. Allez, vas-y. Énormément de choses. Là, c'est la partie. Emmène-nous. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que je diplôme en 2019, donc fin 2018, je finis, j'ai mon Master 2. Ensuite, ce que je fais, c'est que je pars au Togo pendant 1 mois faire un séjour humanitaire en Afrique. Cool. Pendant 1 mois, donc très cool et tout, machin. C'était quoi le sujet, le truc pour lequel vous y alliez? Moi, j'ai aidé des petits à apprendre le français dans des petits villages. Cool. Donc, très pas l'anglais, mais non, pas l'anglais. Solide. Mais le français, là, c'était pas encore assez consolidé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, je fais ça. Donc, je fais une grosse pause stand-up, par contre. Je fais une pause stand-up de peut-être 6-7 mois, un truc comme ça.
Donc là, je reviens et je me dis, en vrai, moi, ce que je veux, c'est faire de l'humour en anglais. Ah ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je pars vivre à Toronto, au Canada, pendant 2 mois, pour faire que de l'anglais. Que du stand-up en anglais. Oui, je sais pas, attends, il manque un truc. Vas-y. C'est qu'en fait, du coup, je fais ma première scène en français, donc en octobre 2018. Et en mars 2019, je pars une semaine à New York faire 11 open mic. Donc 11 scènes de stand-up en anglais, full anglais. Là, j'avais 6 mois de stand-up, je crois. Putain, en français. Attends, mais du coup, c'est-à-dire que tu étais déjà inscrit sur les open mic? Non, tu sais, genre, tu recherches sur Internet, machin et tout. Et puis, je voulais faire. Open mic, c'est simple, c'est en gros, t'arrives. Comment ça se passe dans le monde nord-américain stand-up, c'est qu'au début, tu commences par des open mic, c'est que tu arrives, tu payes $5 et tu joues. On te donne 3 ou 5 minutes et tu joues. Donc là, je vais à New York. Les 4 premières scènes, je prends des beats stratosphériques parce que forcément, tu parles pas bien la langue. Et c'est marrant que dans ta tête. Et en plus, moi, j'ai commencé à écrire, j'étais dans l'avion. Donc, ça veut dire que t'avais 11 heures devant toi, mais c'est maintenant. Je dis, c'est maintenant. Je fais rire à mon cousin. Je vois que dans son visage, il me dit, frérot, je t'aime bien, hein. Là, c'est pas drôle. Et moi, je dis, non, mais t'inquiète, je vais le faire à ma manière. J'arrive, ça bide monstrueusement. Ça bide. Franchement, sur les 11 scènes, il y en a 4 où ça bide terriblement. Au bout de la 5e, ça commence à. Moi, les gens, ils disent, vas-y, il est sympa, le gars, quand même. Genre, il sait pas ce qu'il dit, mais il a envie, quoi. Ouais, il a envie un peu, quand même, tu vois. Et peut-être au bout de la 6-7e, il y a 6-7-8, il y a un petit truc. Et il y en a une, je me rappelle, c'était la dernière où vraiment je fais un bon passage. Cool. Genre, je me rappelle en mode des gens, ils étaient vraiment avec moi. Alors que je racontais n'importe quoi. J'ai plus idée de ce que je disais parce que bon, ça fait quand même longtemps. Mais je racontais n'importe quoi. Il n'y avait aucun sens dans ce que je disais. Mais j'ai réussi à transmettre un truc. C'est cool. Donc là, j'ai cette. Donc, je fais une semaine. Et donc, en rentrant, je fais le ping-pong entre stand-up en français et stand-up en anglais. C'est-à-dire qu'en France, en fait, Paris, c'est une ville hyper cosmopolite. Il y a plein de plateaux anglophones sur Paris. Il y en a plein. Donc moi, c'est-à-dire que j'ai fait le ping-pong dans le sens où j'allais en anglais. Dès que je prenais un bid, j'allais en français. Dès que je prenais un bid, j'allais en anglais. Et du coup, je faisais le ping-pong pendant des mois et des mois et des mois. Après, du coup, il y a le séjour humanitaire. Donc je pars au Togo. Je rentre. Et là, j'ai un petit truc dans la tête qui me dit, je suis sûr qu'en anglais, t'es plus drôle qu'en français. Et moi, quand j'ai un truc dans la tête, en général, il faut que j'aille. Je me dis, mais par curiosité. Genre, moi, je me mets jamais le truc en mode, il faut que ce soit une grande carrière, il faut que ce soit une grande... Non. C'est s'il y a le truc dans la tête, au bénéfice du doute, vas-y, foire-toi d'abord, comme ça, au pire, si c'est pas ça, voilà. D'accord. Donc là, j'étudie les options pour aller faire du stand-up en anglais full-time. Donc, je passe des entretiens pour faire des VIE en compta en Irlande. Dernière étape du process, je me fais caler par quelqu'un d'autre. Je regarde pour aller en Angleterre, machin. Et j'ai un pote qui va à Toronto à ce moment-là. Je l'appelle. Et là, en gros, il me dit, donc, tu sais, il y a le PVT. Ça s'appelle le PVT, c'est le visa de travail là, que tu as pour aller en Australie. Mais, en Australie. Voilà. Mais c'est le même pour aller au Canada. Sauf qu'en fait, au Canada, c'est une loterie. T'es pas pris directement. Ça, Et tous les lundis, tu as un tirage au sort. Et en gros, moi, je me suis dit, parce que j'étais quand même un peu pressé, j'ai dit, vas-y, je fais 4 lundis. Si au bout de 4 lundis, je l'ai pas, j'y vais quand même. Et sur place, je dirais au gars à qui je passe entretien que je cherche un sponsor, du coup, pour y aller. D'accord. Sauf que là, c'est risqué parce qu'en fait, pour qu'il te paye un sponsor, ça coûte genre peut-être 10 000 balles à la boîte. Et j'ai pas un profil assez particulier pour qu'il mette 10 000 balles sur moi. Pour qu'il puisse se le permettre. Voilà. D'accord. Une semaine, ça passe rien. 2 semaines, rien. 3 semaines, rien. 4 semaines, rien. Allez, hop. Allez, simple. Toronto. Au culot. J'arrive, on y va au culot. J'arrive à Toronto. Donc, c'est là, par contre, c'est pour la première fois de ma vie. Donc, on est en 2020, là, février 2020. J'ai un rythme de stand-up où je joue que 3 fois par semaine. Et pour moi, c'est énorme à ce moment-là. Pour te dire à quel point c'est un décalage. Aujourd'hui, mon rythme, il est entre 12 et 15 scènes par semaine. Waouh, la vache. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que là. Tous les jours. Ouais, tu as 1 ou 2 jours off dans la semaine. Ah, ok, quand même. Oui, non, je joue pas du lundi au dimanche, non. Et donc là, je joue 3 fois par semaine et je commence à me dire, putain, c'est ça, de scène de peur et tout. Je commence à kiffer, je commence à retravailler mes blagues. En fait, tu vois, c'est-à-dire que octobre 2018, première scène, mais je commence à jouer que 3 fois par semaine en février 2020. Ça passe 1 an et demi. D'accord, 1 an et demi. Ouais. Donc là, et au bout d'un mois, je commence à être bon en anglais. Je commence à être bon et tout, machin. Et même des mecs qui me disent, ouais, ça fait longtemps que tu fais ça et tout ça, machin. Je sens que, tu vois, c'était à Toronto. Et là, Covid. Ah merde, oui. Covid, mais oui, effectivement. Tu vois exactement. Donc là, Covid, c'est simple. Moi, j'avais 2 solutions. C'est soit je rentre à Paris et je suis sûr d'avoir un avion, ou soit je fais encore le foufou et il se peut que les aéroports ferment
Moi, je n'ai pas de visa. T'as pas de visa, t'es bloqué là-bas. Je suis bloqué de là-bas et j'ai 3 000 euros de côté. Pas de taf, ouais, voilà. J'ai pas de taf, moi. Ah, putain. Je cherche un taf, mais j'ai pas de taf. Donc là, pour le coup, la raison a pris le dessus. C'est rare. C'est chez rare. moi. Ça a pas l'air, ouais. C'est rare, mais vas-y. Je dis, allez, tranquille, je rentre chez moi. Donc là, je rentre. On est en avril 2020. Moi, je trouve un CDD, en CDI, pardon, en juin 2020. Donc là, je bosse pendant 2 ans et demi. Donc pendant 2 ans et demi, je fais stand-up la journée, compta le soir. D'accord. En gros. Donc, pour te dire encore à quel point moi, j'ai vraiment été un diesel. Compta le soir. Putain. L'inverse. Oui. Je me suis dit, mais bizarre. Compta la journée, stand-up le soir. Moi, je suis quelqu'un, je suis un diesel. Dans la vie en général. Je sais que j'ai besoin de prendre mon temps, d'être tranquille. Je peux faire des coups de tête, mais sur des projets longs, je prends mon temps. J'aime pas faire les trucs en mode être dépassé par le rythme. Ça, c'est pas mon truc. T'es quand même un peu raisonnable, quoi. Un peu, quand même, ouais. Okay. En fait, c'est que c'est pas vraiment de la raison, mais c'est juste que j'aime prendre mon temps. Genre pour kiffer, j'aime pouvoir me tromper tranquille, tu vois ou pas. C'est-à-dire que moi, le combat de ma vie, c'est d'être contre la pression. Je suis très mauvais sous la pression. J'y arrive pas. Et donc, t'as toujours eu cette facilité à aller du coup devant la scène et à prendre la parole, ou alors c'est un truc sur lequel t'as travaillé? Ah non, j'ai travaillé. Hein. Ah, parce que c'est pas un truc facile. Les débuts. La pression, pour moi, elle est là, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Putain, ouais. Oui, c'est vrai que maintenant, moi, c'est devenu automatique parce que c'est mon métier. Bien sûr. Mais en fait, je pense que j'ai quand même toujours aimé briller. Toujours aimé l'attention. J'ai toujours fait le coin en classe. Mais je suis pas un vanneur, moi, par contre. On me vanne, moi. Tu vois c'est-à-dire que moi, c'est plutôt on se fout de ma gueule. C'est bully, quoi. Exact. Non, pas bully parce que voilà. Ouais. Mais c'est-à-dire que, genre, tu vois, par exemple, si on prend l'exemple d'un Bougueraba, c'est un grand vanneur. Ouais. Ça se voit, tu vois. Ouais. Moi, je suis vraiment le mec qu'on vanne. C'est-à-dire que moi, j'ai ce truc-là, même sur scène et dans mon stand-up, c'est pas vraiment moi qui suis drôle, c'est ma vie qui est drôle. Ok. Ah, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. En gros, tu te bases beaucoup sur trucs que tu as rencontrés ou qui sont arrivés, tu vois. Mais le moi en tant que personne, alors oui, je peux faire parfois, je peux être drôle malgré moi, mais je suis pas le grand vanneur, je suis pas le mec qui, en groupe, va trouver le timing pour te faire une blague ou tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais. Okay. C'est 2 types d'humour, on va dire, assez différents. Moi, je prends mon taf en 2020. On va dire, les scènes, ça réouvre pas avant. Moi, je me rappelle, en septembre 2021, ouais, c'est ça. J'ai commencé à jouer 3 fois par semaine en anglais. Donc, on repart sur le rythme de base. Le rythme, ouais, qui, pour moi, à l'époque, avec un taf, c'était beaucoup, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, après, au fur et à mesure, je passe à 3, puis 5, puis 7, puis 10. Puis, du coup, à mars 2023, je quitte mon CDI, je prends un CDD. Donc, il n'est pas encore achat compta. Pas encore. Ok. Voilà. Et là, je prends 7 mois en autre taf en CDD parce que du coup, il me fallait le chômage après. Toujours compta? Toujours compta. Donc là, je prends un truc en compta, machin. Et là, du coup, ça a été dur parce que c'est quand tu vois la fin et que tu sais que vas-y, t'en as vraiment plus rien à foutre et que tu commences à avoir un rythme vraiment où là, j'étais à 10 scènes par semaine avec un taf en 39 heures. Donc là, c'était un peu. Ouais. C'était galère. Ouais. Et puis moi, tu sais, j'habite à Clamart. C'est-à-dire que moi, à chaque fin de scène, je me tape 1 heure de transport, 1h10 pour rentrer. En fait, mec, t'avais pas de vie à côté de ton taf et de. Si, parce que bon, tu peux quand même choisir, mais c'était dur. Oui. On va pas se mentir. Puis moi, en plus, j'ai besoin de ces moments-là. On est beaucoup dans le même cas tu sais, vu que je suis très exposé avec la scène. Tu sais, t'es devant 80 personnes, 3 fois par semaine, 15 fois par semaine maintenant. J'ai besoin au moins un soir où je suis chez moi et je suis devant la télé. Je repose, quoi. Les batteries sont à plat. Les batteries sont à plat. Bien sûr. Et je redeviens un humain normal. Tu vois, tu vois ou pas? J'ai besoin de ces moments-là, moi. Donc ouais, c'est vrai que c'était compliqué avec 10 scènes par semaine, 39 heures et le stand-up on va dire en parallèle. Ouais. Et donc du coup là, on arrive en septembre, octobre 2023. Donc je rentre DLA et là, la comptabilité. La comptabilité. Hein. Merci pour tout quand même. C'est important parce que chaque expérience de la vie, tu sais, quand tu la prends avec perspective, il y aura toujours du bon. Bien sûr. Et moi, ces 8 années de compta m'ont apporté énormément de choses. Que ce soit en sociabilité, parce que tu sais, j'étais avec des gens, quoi, en fait, tout simplement. Hein. On devrait être avec des gens, ça apprend. T'es avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi, surtout. Ouais. Tes collègues qui ont tous 40 ans, qui ont des gosses, et j'ai appris énormément de ces gens-là. C'est pour ça que il y a à aucun moment, même l'expérience chez AXA, où mes collègues, malheureusement, ça l'a pas fait. Ouais. Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience aussi. Est-ce que tu t'es servi de des gens chez AXA ou dans ton CD ou quoi pour en faire des sketchs, j'imagine, ou pas tant que ça. Hein. Non, pas tant que ça, parce que je suis quand même assez auto-centré. Auto-centré. Pas pareil. Non, c'est pareil, malheureusement. Je suis assez auto-centré dans mon stand-up où je raconte vraiment des trucs qui me sont arrivés à moi dans mon histoire de vie. Et c'est vrai que pour le coup, au taf, tu sais, t'es pas. Alors, certes, je suis quand même moi-même, mais c'est pas l'histoire la plus drôle que j'ai racontée. D'accord. On va dire. Mais pour revenir à ce que j'ai, c'est que vraiment, c'est hyper important, je trouve, tu vois, l'alternance de quand toi, t'es là, t'as 22 ans, 23 ans, t'es en construction,
puis t'es potes avec des gens qui ont des enfants qui ont quasiment ton âge, tu vois un peu le recul que peuvent avoir tes parents par rapport à toi. Il y a plein de choses qui rentrent, tu vois. C'est vrai que tu vois ce que c'est avant le travail, en fait, parce que t'as bossé depuis 5 ans. Pour moi, c'était méga abstrait, tu vois. De fou. Et eux savaient que tu faisais du stand-up? Je l'ai longtemps caché. Ah oui? Longtemps caché. Jusqu'à Anatexis, j'ai essayé de le cacher, mais ils m'ont cramé sur un truc de stand-up sur Instagram. Merde, ok. Mais sinon, j'ai essayé de le cacher parce que une fois qu'ils l'ont su, moi, j'étais chez Natixis. Tous les matins, ils me parlaient stand-up. Alors que, tu sais, genre, moi, j'étais au tout début, je connaissais rien. Même moi, je ne savais même pas, je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Donc, j'avais même pas d'explication à donner, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire que là, aujourd'hui, tu me parles de mon métier, c'est avec plaisir. On peut parler pendant 3 heures. Moi, je kiffe. Mais quand j'avais 1 an de stand-up, je savais même pas ce que je faisais. T'as pas de bagage, quoi. Puis en plus, tu prends bite sur bite. T'es nul, ils veulent venir te voir. Non, les gars, non. Restez loin. Restez loin, les gars. Non. En ce moment, je suis vraiment pas bon. Mais ça a toujours été bienveillant. Oui, non, Ouais. oui. Mais toujours, mais je pense qu'il y a, même dans la société actuelle, je trouve que les gens qui ne font pas de stand-up sont hyper respectueux de cette discipline. Franchement, pour une discipline qui est artistique et qui, de base, on reste quand même des clowns, enfin, on fait des blagues, je trouve que tu sens dans le regard des gens à quel point, putain, même s'il m'a pas fait rire, Ils respectent quand même la démarche. Courageux, ces mecs-là. Ouais, de ouf. Parce que moi, tu sais, je disais à un psychologue américain qui disait, il y a les 2 plus grandes peurs de l'être humain. La première, c'est une mort lente et douloureuse. Oui, ça La deuxième, c'est la peur de l'humiliation publique. Et c'est vrai que toi, cette peur-là, bah, nous, on y fait face quasiment tout le temps, quoi. Tout le temps, ouais. Tu vois. Et je pense que les gens ont du respect par rapport à ça parce que je pense que pour le commun des mortels, quoi, ce qu'on fait, c'est terrifiant, quoi. Nous, on se rend plus compte parce que bon, on est dans le. Moi, je suis un truc. Pour moi, c'est genre même que les blagues soient pas drôles, bah ouais, bon, c'est ok. Alors, en théorie. Ouais. Parce qu'il y a des fois où tu bides, t'as beau avoir 6 ans de stand-up, tu rates le plafond. Hein. Tu rentres chez toi, tu fais ce plafond. Tu dis, je suis vraiment qu'une merde. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse parce que tu fais beaucoup de scènes. Dès le départ, c'était compliqué parce que t'avais ça en anglais pour une raison qui reste encore très floue, mais vas-y, pourquoi pas. Moi, je sais pas. Et malgré ça, t'étais content. Et à la fin, t'as eu une petite réussite et ça t'a quand même poussé à continuer. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Parce que je pense que mon leitmotiv de base dans la vie, ça reste le kiff. Ouais. Le kiff. Il faut que je kiffe, faut que je trouve du kiff. Et même si c'est dur, il y a pas de souci en fait. C'est que moi, je sais kiffer quand c'est dur. Et je pense que c'est un truc que j'ai appris à, je pense, ou qui est inné. Enfin, je pense que j'ai quand même appris à dans le dur trouve du bonheur. Tu vois, même sans le truc de je vais m'améliorer, mais la paire, ça, mets de côté. Juste, est-ce que tu peux juste te dire, ouais, tu sais quoi, on n'est pas bon, mais c'est drôle. Tu vois ou pas? Alors qu'en compta, t'étais pas forcément mauvais, mais juste tu voulais plus être là. J'étais pas très bon en compta quand même. Et là, tu t'es pas dit, vas-y, mec, persévère, on va faire des tableaux quasi dynamiques. Bah, en vrai, j'ai essayé un peu d'être meilleur parce que forcément, en fait, c'est un peu un teamwork. Ouais. La compta. C'est-à-dire que, en fait, quand t'es très mauvais, tu ralentis l'équipe, en fait. C'est genre, quand tu contrôles mal un truc et qu'au final, ça passe à la trappe et qu'on se rend compte qu'au final, sur une clôture mensuelle, que c'est toi qui as merdé, c'est chiant, genre. Ouais, ça la fout mal. Donc, t'as envie d'être un peu meilleur quand même. Mais plus pour les autres que pour moi. Parce que moi, quand t'as clôture mensuelle, en vrai, j'en ai strictement. T'es auto-centré dans ce fait, donc en fait. Exactement, voilà. Moi, je pense qu'à ma gueule. Le sens tout fait. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et on va revenir ensuite sur la suite de ce que t'as fait. Mais on parlait de tout ça, donc j'imagine que t'as un entourage, t'as des parents, des potes. Ils en pensaient quoi, eux, de ce changement Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Alors, mes parents, au début, mon père, alors, ma mère, elle me fait confiance, ma mère. Elle me dit, bon, bah, s'il veut faire ça, c'est dire qu'il a évalué les trucs et tout. Mon père, sur ça, tu sais, il était tellement fier que j'ai un bac+5, que j'ai fait des études, que je fasse de la compta, un métier stable et tout. Lui, il kiffe la stabilité, mon père. Il n'est pas du tout dans le délire téméraire de suivre ses rêves, pas du tout. C'est l'opposé. Là-dessus, on est très différents, même avec mes parents, en vrai de vrai, même avec ma sœur aussi, ma sœur qui est instite, tu vois. Ouais. Ils aiment dans ma famille, ils aiment la stabilité. Ils adorent ça. Moi, je suis plus instable, moi. Tu vois. Ouais. Donc, forcément, pour eux, bon, pour ma sœur, en vrai, je suis son petit frère, donc elle s'en fout, tu sais, elle connaît, voilà, elle a 4 ans de plus que moi. Elle se dit, bon, bah, il fait son truc, et puis ça marche. Tant mieux, ça marche pas, bah, voilà. Mais mon père, ça a été un peu dur au début, quand même. Surtout quand je lui ai dit, vas-y, la compta, ça va te finir, là. Parce que autant, quand j'avais mon taf et que le soir, je faisais des scènes, bah. C'est un hobby, tu vois. Ouais, tu vois, voilà. Mais quand il a commencé à comprendre que la stabilité, là, c'est fini, il s'est dit, oh là là, où est-ce qu'il va, celui-ci? Donc, au début, après, mes potes, tu sais, genre, je pense que pour eux, ça a été en mode, ils savaient que j'allais forcément faire un métier lié à l'image, lié à, tu sais, genre, un truc qui sort du commun. Ouais. Parce que ça, ils l'ont toujours su, je pense. Donc, au final, ça a été une sorte de suite logique, je pense, je dirais, pour eux. Donc, ils m'ont toujours donné de la force. Moi, j'ai été quand même, pendant très longtemps, très pudique par rapport à ça avec mes potes, même mes meilleurs potes. Normal.
Même mes meilleurs potes, je leur racontais pas trop comment ça se passait. Quand ils me disaient est-ce que je peux venir, je disais non. Et ouais, tu te mets en avant, t'es vulnérable. Enfin, faut l'accepter, ça, tu vois aussi. Franchement, ça, c'est un truc. Autant on kiffe, hein, mais on est tellement vulnérable. En fait, une blague, c'est fragile. Une blague, il suffit qu'il y a un verre qui fasse ça pendant une blague. Ah, j'avoue, c'est marrant. C'est marrant. Oui, en fait, comme ça. Pour que quelqu'un rigole, j'ai besoin de 250% de sa concentration. Okay. Et même si j'ai ces 250% là, il y a quand même une grande chance que la blague soit drôle. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si j'ai pas ça là, je suis quasiment déjà foutu. C'est un peu un alignement des planètes, quoi. Si t'as pas tout. Ah non, moi, si j'ai pas tout, en fait, je suis pas un magicien. Hein. Et tu disais tout à l'heure que ouais, t'as beau avoir fait 6 ans de scène tous les jours, etc. Une blague te met au sol. Oui. Comment t'approches ça Comment j'approche ça J'apprends encore de ça un peu tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que je n'y réagis plus de la même façon qu'il y a 2-3 ans, mais je trouve que j'ai quand même parfois, et ça c'est des choses, je pense que c'est humain aussi, c'est que tu vois, il faut se parler. Moi, je suis dans un métier où si je ne me parle pas et que je laisse juste mes émotions et mon cerveau m'envahir, j'aurai forcément que la voix négative qui va faire que de me parler, qui va me dire en vrai, t'es pas drôle, t'es pas assez drôle, il y a 500 humoristes plus drôles que toi, tu sais ce que je veux dire ou pas? Ça marchera jamais à hauteur d'en vivre bien. Mais je pense que le truc, c'est que il faut constamment se parler, constamment se rassurer. Pour moi, enlever la perf et mettre du kiff dedans, mettre du kiff, prendre du recul. En fait, moi, pour kiffer ce métier, j'ai besoin d'un peu m'en battre les couilles. Bien sûr. Okay. Voilà. Mais je suis comme ça dans tout, par contre. Même en amour. C'est-à-dire que je suis jamais tombé amoureux en mode passionnellement. Parce que j'ai besoin d'en battre les couilles, moi. J'ai besoin d'être en mode, allez, tranquille, vas-y, on se voit et vas-y, on verra. D'accord. Tu vois ou pas? Est-ce que c'est une façon de te protéger? Ouais, je pense. Oui. Ouais, c'est fou, c'est évident. Tu veux te protéger, donc du coup, tu dis, vas-y, tranquille, on s'en bat les couilles. Ah, je m'en fous, ça marche pas. Alors qu'au fond de toi, là, je te dis, moi, ma mentale, ça a toujours été de me dire, j'ai été heureux avant le stand-up, je serai heureux pendant, et je serai heureux après s'il y a un après. Okay. Mais si demain, je sais pas moi, pour X raison, il y a un après, être heureux, ça va être un exercice, ça va être dur. Je vais le faire, hein, parce que je me connais, et mon bonheur intrinsèque, je pense qu'il est plus fort que tout. Mais je peux pas te dire que ça va être comme ça, en mode, bon, t'inquiète, tranquille. Non, c'est carrément. C'est juste une façon à moi de hacker mon cerveau, de me dire, parce que tu sais, c'est un peu comme ça que tu fais dans la préparation mentale, c'est que tu as des infos qui viennent de ton cerveau et toi tu les contres parce que le cerveau il est quand même assez mathématique, assez mimétique. Ouais. Donc en fait, quand l'info de c'est trop dur, je vais jamais y arriver, elle vient, moi il faut que je me rajoute une autre pensée pour essayer de la contrer, pour essayer de pousser un peu. Quand je bide, il faut que je me dise ouais, mais tu sais, en soi, tu as juste bidé sur 1 ou 2 minutes et que le reste, ça allait, c'était moyen. Parce que après 6 ans de stand-up, c'est rare maintenant de prendre le 10 minutes de four complet. Ouais. C'est-à-dire que sur un passage de 10, tu vas être drôle, au moins 5 normalement, et puis tu vas avoir 5 où ça va être. Voilà. J'imagine que tu en as 5 que tu connais déjà, que tu maîtrises déjà, tu sais que ça fonctionne, et puis après, c'est. Tu entoures et tout le truc. Les beats, comme j'ai pu prendre en anglais, où vraiment pendant 5 minutes, il n'y a pas ne serait-ce qu'un bruit de soufflement dans la salle. D'y penser, j'ai un peu une angoisse là. En plus, tu peux pas rebondir parce que c'est pas ma langue. J'ai pas le réparti en anglais. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu rigoles pas, je suis en mode. Ok, tu vois, je veux dire ou pas? Tu l'as abordé brièvement. Si jamais il y a un après stand-up, on verra ce que c'est. Ouais. Est-ce que c'est un truc que auquel tu as déjà réfléchi? Où tu te dis, tu t'es mis une deadline, que ce soit temporaire, que ce soit objectif ou pas? Alors, moi, je suis quelqu'un qui a horreur des deadlines. C'est-à-dire, moi, le mot deadline, ça me rappelle la comptabilité, ça me rappelle les arrêtés mensuels, ça me rappelle des trucs de TVA. Non, moi, j'ai aucune deadline avec moi-même. Donc, je suis heureux. Pour moi, je suis dans le bon chemin. Okay. Et donc, sur ça, ça changera pas. Après, est-ce que j'ai pensé à un après stand-up? En vrai de vrai, non. Je pense que j'ai pensé à des trucs que par exemple, peut-être faire un peu de télé pour pouvoir, en fait, me ramener des gens sur le stand-up. Mais en mode, écoutez les gars, la scène, c'est fini pour moi, ça, non. Ça, non, je pense pas parce que je pense qu'aujourd'hui, je kiffe beaucoup ce que je fais. Je pense que aussi j'ai un métier où je suis assez libre et si j'ai un down, je peux prendre une pause. Je peux prendre une pause de 1 mois, de 2 mois, si jamais je vois que ça commence à vraiment me saouler. Mais j'ai jamais pensé à poser les clés et dire les gars, c'était des années de bonheur, mais c'est plus pour moi. Est-ce que quelque part, déjà penser à un plan B, c'est se dire que le plan A va échouer, quoi? Alors, je pense que c'est pas aussi binaire que ça. Je pense que la réalité de la vie fait que on est obligé de se baquer. Il y a un moment donné où, oui, tu peux dire ce que tu veux, mais demain, tu fais un gosse ou machin, bah, t'es obligé de penser un peu à comment est-ce que ça va se passer. Ouais. Après, on est dans un métier, le stand-up, on a la chance
que c'est pas la Formule 1, en fait. C'est-à-dire que en Formule 1, pour qu'il y en ait un qui rentre, il faut qu'il y en ait un qui sort. Ouais. Dans le stand-up, en fait, on vient pas répondre à une demande, on vient créer une offre. C'est-à-dire que moi, je crée mon offre. C'est-à-dire que demain, personne peut te dire que je vais prendre une comparaison simple. Je vais faire ça. J'ai eu cette discussion avec un autre stand-upper. Les marques de boissons. Oui. Aujourd'hui, il y a 150 milliards de marques de boissons. Okay, mais le marché, il n'est pas fermé. Si demain, il y a une autre boisson qui plaît, bah, elle rentre sur le marché. Et en fait, on est un peu des marques, nous, en humour. Ouais, alors c'est ce que je veux dire. Alors, je comprends, mais je suis pas d'accord avec l'exemple. Et je vais peut-être creuser, peut-être me dire que je me trompe, mais c'est là que j'en ai. Imaginons, moi, j'aime beaucoup le Coca. Ouais. Zéro. Quand je prends un soda, je prends que ça. Si jamais demain, il y a une boisson qui me plaît, bah, je prendrais plus le Coca Zéro, je prendrais celle-là. Quelque part, le marché se cannibalise. C'est-à-dire que toi, tu pars du principe que les gens vont aimer un seul soda? Pas forcément un, mais je pense que s'ils en achètent un, deux ou trois, ils vont pas en acheter 4, 5, 6 demain s'il y en a plus qui leur plaisent. Je pense qu'ils vont tout le temps en prendre que un, que deux ou que trois. Bah là où c'est pas vrai dans l'humour, c'est que par exemple, demain tu vas voir, je sais pas moi, Farid en spectacle. Ouais. À partir de ce moment-là, tu vas pas te dire, bah maintenant je vais voir que Farid. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, tu vas te dire, bah, j'aime le stand-up, c'est marrant, j'ai passé un bon moment, du coup je vais en découvrir d'autres. Alors je suis d'accord, mais tu vois, j'imagine le Paname par exemple, ils ont tous les soirs 3, 4, 5 slots, j'en sais rien, ça. Bah ça reste que 3, 4, 5 slots. Bien sûr. Ah oui, bah par contre, là où tu as raison, c'est que en fait, il y a deux marchés dans le stand-up, pour t'expliquer le truc simplement. Il y a le marché des comedy clubs, il y a le marché des spectacles. Le marché des comedy clubs, c'est un peu la guerre, c'est compétitif, parce que sur scène à 20h30, on peut pas être 45. Il y a 8 places. Ça va être les 8 meilleurs en fonction des goûts des directeurs artistiques qui vont être sur scène à 20h30. Puis tu en auras 8 autres à 22h. Puis un comédie club, il peut pas avoir un vivier de 800 humoristes. C'est pas possible. Donc oui, pour les comédie clubs, il faut faire partie des meilleurs stand-uppers pour pouvoir jouer. Maintenant, le but final d'un stand-upper, c'est pas de jouer en comédie club. Le but final d'un stand-upper, c'est d'ouvrir un spectacle et que les gens viennent à ce spectacle-là, peu importe le moyen que employer. Ça peut être en mettant de l'impro sur les réseaux, en mettant des sketchs sur les réseaux, en faisant de la télé, en faisant du théâtre, en faisant des films, en faisant tout ce que tu veux. Mais le but final d'un stand-upper, c'est que les gens viennent remplir sa salle à lui. C'est là où c'est le truc final. Ok, tu vois. Donc, ce qui m'amène sur un autre point que je vais te demander. Tu as fait longtemps ton CDD et le stand-up, donc tu vivais pas du stand-up. Quand j'étais en CDD, forcément, je vais et de la compta et du stand-up. Ouais. Voilà. Mais le stand-up en soi lui-même t'aurait pas permis de vivre. Non. À ce moment-là, non. Là, en ce moment, plus qu'avant, parce que je fais des cachets et je vais être intermittent du spectacle là, dans quelques mois. D'accord. Donc, je rentre intermittent, on va dire en septembre normalement. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, du coup, là, on pourra dire que je vis du stand-up, ce qui est très cool. Mais non, c'est progressif. Ok. Vraiment progressif. D'ailleurs, ça m'intéresse. Je connais l'appellation intermittent du spectacle, mais ça, qui a un nombre d'heures à remplir de ce que j'ai compris. C'est ça. À partir du moment, du coup, maintenant, t'as quoi? T'auras accès à des fonds? C'est ça, en fait, t'auras comme un espèce de chômage qui tombera tous les mois. D'accord. En gros. Ouais. Parce que t'auras cotisé avant ce qu'on appelle des cachets. Donc, il faut faire 42 cachets pour pouvoir avoir pendant un an un salaire avec ce qu'on appelle Pôle emploi spectacle. D'accord. Et donc, en fait, tu peux le repousser, le renouveler tous les ans? C'est ça, faut que tous les ans, faut qu'il y ait au moins 42 cachets qui rentrent. Ok. Et par rapport au chômage standard, c'est le même montant ou c'est moi, le montant de mon intermittence sera inférieur à mon chômage. Ok. Un peu, donc ça joue pas non plus à des milliers d'euros. C'est pas une règle générale. Enfin, c'est que pour toi, tu veux dire? Ça dépend des montants des cachets que tu vas faire. Okay. Donc plus tu fais des cachets élevés, plus ton taux journalier d'intermittence il sera élevé. Donc plus tu auras. C'est matériel. Bien sûr. Plus tu auras d'argent. T'avais des exemples proches de toi ou des mentors pendant cette période-là? Pas de mentor. Non. Jamais eu de mentor dans mon domaine, mais des exemples, bien sûr, ouais, mais j'ai des potes à moi qui ont arrêté avant moi. Ouais. Donc, du coup, j'ai pu un peu me baser sur eux. C'était pas très drôle en vrai. Comment? C'était pas super drôle en vrai. Si, quand même. Ouais, ça va. Oh, ça va, ils sont bien drôles, ces bâtards. Ils ont arrêté parce que ça décollait pas ou parce qu'ils avaient. Ah non! Qui ont arrêté avant moi. Non. Ah, pardon. Qui ont arrêté Ah oui, ok. Je crois que le stand-up. Non, j'ai aucun pote. Si, j'ai une pote qui en fait plus, mais sinon j'ai aucun pote qui a arrêté le stand-up. J'ai des potes qui ont arrêté leur taf avant moi. Et du coup, vu qu'ils ont arrêté avant moi, je peux me baser sur leurs expériences à eux pour savoir où est-ce que j'allais aller moi. Ouais. Donc ça, c'est quand même aussi, ça aide. D'avoir quelqu'un qui a déjà un pied dedans, du coup tu vois un peu comment il fait, tu vois un peu comment se débloquent les opportunités pour lui.
Tu vois, donc forcément, ça aide. C'est mieux. Et donc lui, il fait du stand-up aussi, ce que tu me dis. Ouais, bien sûr. Il a commencé avant toi. Est-ce que tu vois que toi, ton parcours ressemble à ce que lui a fait, déjà? Est-ce qu'il y a des étapes logiques ou c'est très différent? Franchement, ça dépend ce que tu appellerais comme parcours similaire. C'est-à-dire que on joue tous plus ou moins dans les mêmes comédie clubs. Ça se joue à 1 ou 2 comédie clubs près, on va dire. Okay. Et après, forcément, lui, il a avancé plus vite que moi. Mm-hmm. Par exemple, il a eu un spectacle plus vite et tout. Mais on a tellement chacun, tu sais, le stand-up, c'est tellement un truc individuel. Parce que c'est tellement un truc, c'est genre vraiment interne, quoi. Ça vient tellement de là, le stand-up, que c'est compliqué de comparer 2 parcours, tu vois ou pas. Okay, je capte. C'est-à-dire que on a tous nos expériences de vie qui vont nous inspirer ou non. On a tous des styles de stand-up différents. Mm-hmm. On a aussi tous des leitmotivs hyper différents. Ouais. Et ça, je pense que c'est un truc que moi, j'ai mis du temps à comprendre. Et c'est le truc que j'ai trouvé, on va dire, le plus complexe à comprendre parce que, en fait, tant que t'as pas compris ça, tu compareras des choux avec des carottes. Ok. Tant que t'as pas compris que les leitmotivs qui sont pas pareils ne peuvent pas être comparés, toutes tes comparaisons, à la fin, tu te rends compte, mais en fait, c'est pas pareil. D'accord. Tu vois, donc il n'y a pas un type d'humoriste, il n'y a pas une façon de fonctionner, il y a vraiment, genre vous n'êtes pas tous pareils. Non, pas du tout. La chose, voilà, pas du tout, non. T'en as qui le prennent beaucoup plus sérieux que moi. Mm-hmm. T'en as qui le prennent, ouais, c'est ça, beaucoup plus au sérieux, qui ont beaucoup plus une sorte d'addiction de la scène, parce que c'est vrai que c'est un métier où t'as tellement d'adrénaline, t'es tellement mis en valeur aussi. Ouais, que bien sûr. tu peux en être addict de ça. De se dire, putain, dès que tous les jours, il y a des gens qui regardent comme ça, qui regardent mes blagues, et tu vois. c'est un égo trip de malade. Oh là là. Un égo trip de 500, ouais. T'imagines ou pas? Tu viens dans des bars, t'es connu de personne, parce qu'en vrai de vrai, les gens à mon niveau, on n'est pas connus. Mm-hmm. C'est-à-dire que t'es connu de personne, tu montes sur scène, d'un coup, tu vois les yeux qui sont comme ça, et puis t'es payé pour faire ça. Ouais. Tu vois, donc en termes d'égo trip, c'est un truc de fou. Ouais, tu m'étonnes. En vrai. Et mine de rien, moi, par rapport à ça, l'égo trip du stand-up m'a fait avoir moins d'ego dans la vraie vie. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, tu sais, t'as tellement bidé, t'as tellement eu des moments inconfortables de rejet du public, tout ça, machin. C'était un peu calmé, quoi. Que ça calme, mais ça fait prendre du recul. Ouais. Après, je dis pas que j'étais un égo centré, démesuré, mais je pense que j'avais quand même parfois un peu trop d'égo sur certaines situations. D'accord. Et le stand-up, moi, vraiment, c'est mon cas, c'est mon expérience et tout. C'est ma déduction, m'a fait quand même un peu redescendre. Ouais. Ok, donc tu dirais que tu es devenu un peu une meilleure personne via le stand-up. Ouais, je trouve. Mais je trouve, et je pense que c'est la chose la plus importante qui peut se passer quand tu suis une passion. Ouais. C'est et là je reviens dans le dev perso que j'ai bouffé, parce que tu sais, on parle souvent du chemin ou de l'arrivée. Le plus important, c'est le process, machin. Ouais. Mais il y a un gars qui disait, c'est un humoriste qui disait, le plus important, c'est ni le chemin ni l'arrivée, c'est qui tu deviens tout au long de ce chemin. Ça me dit un truc, ouais, ok. C'est Jim Gaffigan qui dit ça. Ouais, je crois que c'est Jim Gaffigan qui dit ça. Et parce qu'en fait, la personne que tu deviens, c'est ça le plus important. Parce que tout le reste, c'est à remettre en perspective, à remettre en fonction de si tu le vois de cet angle-là, c'est bien, mais de l'autre angle, c'est pas forcément une bonne chose. D'accord. Alors que le qui je deviens globalement tout au long du chemin, moi, c'est ce qui m'importe. Et sur ça, je considère que j'ai réussi. Ok. Ouais. Moi, tu vois, il y a 2 trucs de réussite. Il y a la réussite, ça, c'est, comment il s'appelle, Tapi qui disait ça. Il y a réussir sa vie et réussir dans la vie. Tapi? Ouais. Grosse rêve. Ouais, oui. Mais sur ça, c'est okay. Sur ça, oui. T'inquiète. En gros, il dit, et c'est vrai qu'il y a le côté, est-ce que j'ai réussi ma vie? Moi, je considère que oui. Mm-hmm. Par contre, il y a réussir dans la vie, et donc réussir là, ça peut être avoir un spectacle, ça peut être plein de choses, tu vois. D'accord. Mais faut bien, moi, j'aime bien dissocier les deux. Tu parles du chemin. Ouais. Moi, je connais de très loin le métier de stand-upper. Ouais. Donc là, tu fais des open mic, tu fais des scènes, tu fais les comedy clubs. C'est quoi la suite logique? Donc c'est d'avoir un spectacle, de ce que tu d'avoir un spectacle, là, je suis pas loin d'avoir un spectacle. Tu es sur la phase d'écriture? Ouais, j'ai déjà fait une V1 qui était pas folle, mais bon, c'est quand même une V1. Ouais. Là, je pense que oui, d'ici entre octobre et janvier, normalement, j'aurai un spectacle. Ok, t'auras combien de temps, Nico? Entre 45 et 50 minutes. Ah, solide quand même. Ouais. Ouais. Stylé. Et donc après, tu vas démarcher quoi, des salles pour. Tu démarches tes salles, ça c'est le plus facile. Ouais. Mais le plus dur, c'est que les janvier, il faut les remplir. Ouais. Voilà. Parce que la salle, c'est le plus facile. Hein. Tu sais, tu t'avances l'argent, tu me dis, facile. Tu vois. Après, si tu veux faire un anniversaire, hein, mais tant que tu les payes, ils s'en foutent. Hein. Ok, ouais, j'imagine. Tu vois. Et tu vises une salle de combien pour commencer? Moi, je dirais, j'aimerais bien être sur du 40 places 2 fois par mois. 40 places heure. Ok. Pour commencer tranquillement à rôder, c'est ce qu'on appelle dans le milieu. Donc, tu rôdes, c'est-à-dire que
un spectacle n'est jamais bon en V1, sinon ce serait beaucoup trop facile. Ou alors t'es un génie. Ou alors t'es un génie, chose que je ne suis pas, et que personne n'est, parce que personne n'a fait une V1 parfaite, même les meilleurs qu'on voit aujourd'hui, les Roman, les Fari, jamais ils te diront qu'un rodage, même à leur niveau aujourd'hui, un Roman Fressinet à son niveau aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs stand-uppers français, il va te dire, pour roder son spectacle, il lui faut au moins 30 dates pour commencer à maîtriser son spectacle. Et donc, ils font tous des petites salles pour commencer. Et après... Tous des petites salles pour commencer, puis après, en fonction de ta notoriété et de ta capacité à remplir, tu vas aller dans le plus grand. Mais moi, j'aimerais bien commencer sur du 40-50 places, on va dire, 2 fois par mois, pour commencer, ou même peut-être un peu moins, parce qu'il y a aussi une salle qui s'appelle La Petite Loge. C'est un des plus petits théâtres de Paris qui a 25 places. Et même ça, en vrai, s'ils me proposent 2 fois par mois là-bas et que je considère que c'est la bonne option pour rôder tranquillement devant des gens, bah, je prendrais ça. Depuis peu, je bosse avec l'un de mes meilleurs potes, qui est aussi que je consulte très souvent sur mes blagues, sur mon image, parce que je trouve qu'il a une phase artistique, qu'il a un potentiel artistique. Lui, il est pas du tout là-dedans. Il a son taf de consultant tranquillement. Mais j'aime bien le consulter sur ça parce que je trouve qu'il a un regard artistique hyper intéressant. Donc là, on est en train de voir comment est-ce que je pourrais le mieux me mettre en valeur sur les réseaux. Et donner envie d'acheter une place. Et c'est ça, en fait, parce que se montrer, c'est facile. Et se montrer et de faire en sorte que les gens aient envie d'acheter une place, ça, c'est un peu plus dur. Donc là, tu as une campagne de communication. En pleine campagne, donc là, d'ici octobre, venez me voir. C'est important. Voilà. Ouais, et du coup, c'était ma question aussi. Donc, les réseaux sociaux sont hyper importants. En fait, hyper importants. T'as quand même 6 000 abonnés, tu vois, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas rien. En vrai, c'est pas rien. Après, c'est aussi beaucoup grâce au fait que je tourne beaucoup en France. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, sur Paris, quand tu fais des scènes, en général, les gens ne s'abonnent pas trop. Et vraiment, quand tu vas faire des scènes un peu en région et tout, les gens kiffent vraiment te suivre, kiffent suivre l'évolution. Du coup, sur une scène de 100, tu peux prendre 20-25 abonnés, alors que à Paris, sur une scène de 100, tu vas prendre 5 pour la politesse, dont 5, t'en as 3 qui vont t'enflow dans les 2 heures, quoi. Tu vois, c'est un peu le jeu. Ah, donc les gens de Mulhouse sont beaucoup plus impliqués que les gens de Paris. Ah ouais. Oh oui, à Provence, ouais. Ok, parce que tu vois, tu parles de strat réseaux sociaux. Je sais que moi, il y a 1 an et demi, il y a un mec qui m'a... J'étais à République, du coup, je marchais sur la place, et le mec qui me fait, hey, mec, je prends une vidéo pour mon Insta, je suis humoriste, machin. Et bah, ce con, il m'a fait lui prendre un billet, je suis allé le voir 2 mois après, et c'était trop bien. Mais je me suis dit, putain, le mec il a du courage, tu vois, déjà, de faire la démarche, d'aller voir des gens random dans la rue. Est-ce que toi, c'est un truc que tu ferais potentiellement, ou alors c'est pas trop ça l'ambiance? Alors, pour l'instant, c'est pas mon ambiance. Ouais. Je t'avoue, c'est pas mon ambiance, mais à un moment donné, quand je vais arriver au moment où me dire, bah écoute, Alain, là, t'as un spectacle, il va falloir commencer à remplir la salle. Ouais. Forcément, la stratégie va être un peu plus, je dirais pas agressive parce que c'est pas le mot, mais il va falloir mettre un peu plus d'intensité dans la communication, tu vois. Mais ça, c'est un truc pareil, comme je suis quelqu'un qui kiffe le step by step, ça, c'est un truc dans mon cerveau pour l'instant, je me refuse à y penser pour l'instant. Okay. Parce que moi, je suis quelqu'un qui marche du baby step. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans l'écriture du spectacle. Le spectacle n'est pas encore écrit. Donc, une fois que j'aurai estimé qu'il sera, et puis je suis pas quelqu'un qui est perfectionniste. C'est-à-dire que quand j'estimerai que ce sera plus ou moins bien, c'est bon, on lance. Je vais pas attendre que, tu vois, je vais pas attendre que tout soit nickel chrono. Je suis pas perfectionniste. Et heureusement d'ailleurs. Je suis trop bordélique. Dans ce genre de métier, t'es obligé d'essayer de façon les blagues dont des gens. Donc, À un moment donné, tu peux pas arriver avec 100% de tes blagues qui explosent. C'est pas possible. Bien sûr. Donc, une fois que ça, ce sera dans ma tête bien, bah là, moi, je vais commencer à penser une strat réseau. J'ai quelques petites idées et tout ça que je suis en train de voir avec mon entourage, forcément, parce que j'aime bien maintenant demander un peu l'avis. Tu vois, j'ai fait plus de 6 ans à demander à mes potes un retour. Ça m'étonne pas, mais ouais, bien sûr. 6 ans. Bien sûr. Avant, je veux dire que quand je postais, limite, ils savaient très bien, me fais pas de retour. Même si t'as pas aimé, moi, je m'en fous. Ta gueule. Genre, juste, gros, c'est moi et les gens. Toi, tu me connais, donc, et voilà, tais-toi, s'il te plaît. Voilà. Exactement. Là, la strat, c'est effectivement d'avoir ton spectacle bientôt, et ensuite, quoi, on espère qu'il marche très bien. Alors, le spectacle, déjà, il m'a pris 6 ans à faire le premier. On va d'abord bien en profiter et l'exploiter au max. Non, le but aussi, tu vois, au-delà du spectacle, du nombre de minutes, donc tout ce qui est encore une fois de la perf, du machin et tout, chose que c'est là, donc on peut pas l'éviter. Mais bon, moi, c'est pas mon kiff. J'aime bien parler aussi en comment est-ce que je me sens sur scène, comment est-ce que tu vois. Genre au-delà de ça, c'est vrai que oui, certes. Comment dire, ça avance lentement, mais par contre, comment je me sens sur scène, c'est de meilleure en mieux. C'est-à-dire que je commence à capter un peu qui je suis, pourquoi c'est drôle. Ça, c'est hyper important parce que les gens rigolent, ça, ils rigoleront ils peuvent rigoler à n'importe quoi. Okay. Mais quand toi, tu arrives à comprendre
ce que chez toi les fait rire, c'est là où tu peux passer à une sorte de step parce que tu dis, ah, ok, c'est ça qui est drôle chez moi, en fait. Et du coup, je creuse et j'essaye que tout ce que j'amène sur scène, ça soit amené via cet entonnoir de, ah, ils rigolent parce que c'est ça qui les fait rire. Et donc, du coup, ta connexion avec eux, elle est beaucoup plus profonde. Ok. Tu vois ou pas? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que c'est hyper important de se comprendre sur scène parce que nous, stand-uppers, forcément, on veut avoir le plus de matos, donc le plus de blagues possible. Ce qui fait qu'en fait, on a le plus de sets marrants possible. Donc, on a le plus de blagues et on poste sur le réseau et machin. Sauf qu'en fait, en faisant ça, en pensant que à ça, on oublie le truc le plus essentiel, c'est mais pourquoi je suis drôle? D'accord. Tu vois pas? Et ça, c'est vraiment un taf en profondeur, de prise de recul, parfois même ce taf-là, tu le captes quand t'es pas en train de jouer. C'est avec du recul quand t'as un temps de repos chez toi, tranquillement, posé, et que t'es pas en train de courir partout, et que t'es pas dans un train à aller jouer à l'autre bout de la terre et tout ça. Et ben là, tu te dis, ah, mais attends, hier. Je crois qu'en fait, ce qu'ils ont kiffé, c'est quand je disais ça, parce qu'en fait, moi, du coup, je dégage ça. Donc, tu vois ou pas? Ok, et ça, c'est un travail qui est tout aussi important que d'écrire tous les jours. Pour bosser ça, est-ce que tu regardes des captations où tu regardes des... Je regarde ça, mais je me réécoute beaucoup. Tu te réécoutes? Beaucoup. Ouais. Je me réécoute énormément. Et quand je me réécoute, j'arrive à capter le moment, comment je l'ai envoyé, parce que tu sais, on joue quand même beaucoup, donc du coup, on sait un peu ce qu'on fait. Puis on joue souvent les mêmes choses quand même, donc t'as un peu ce recul par rapport à toi-même. Et donc, ouais, je me réécoute beaucoup. Même dans moi, je sais juste à la voix si j'ai envoyé une blague avec confiance ou pas. Ok. Parce que je sais que quand il y a moins de confiance, tu vois ta voix. Et les gens, ils s'achètent pas, quoi. Non. Et ça, c'est un truc que malheureusement, c'est le public a un espèce de radar à réel qui est limite flippant. C'est-à-dire que eux, ils savent direct si toi, ce que tu dis, t'y crois ou pas. Ouais. Direct. C'est-à-dire qu'ils ont beau ne jamais avoir vu de stand-up dans leur vie. Si tu balances une idée et que t'es pas sûr. Ils y croient pas non plus. Et ils y croient pas, mais alors pas du tout. Mais alors, mode, mes frérots, retravaille et reviens. Est-ce que ça peut te plomber un set ou alors tu peux rebondir? C'est compliqué. Il y a ce truc-là, moi j'appelle ça souvent comme un date. Je sais pas si t'es déjà arrivé toi aussi dans ta vie, je pense que oui. C'est parfois tu fais un date avec quelqu'un, ça se passe très bien. Ah, pardon. Ça se passe très bien. Donc tout se passe bien. Et à un moment, tu sais pas pourquoi, tu perds le film. Et genre, la connexion marche plus. On dirait qu'elle a disparu. Genre, tiens. Je dis, mais attends, mais il y a 10 minutes, on était en train de parler, là, il se passait un truc de bien, là. Tu sors les rames. Mais tu sais pas pourquoi. Tu regardes plus. Elle commence à regarder ça monte, elle se dit, putain. Il fait 21h. Ouais, donc ce soir, je fais, et bah, ça, là, c'est la même chose sur scène. Parfois, ça se passe très bien. Et là, tu vas peut-être juste buter sur un mot ou faire une blague qui est un peu moins drôle. Voilà, comme ça arrive. Ça arrive. Et tu sais pas pourquoi, là, sa connexion, elle est partie. C'est-à-dire que c'est comme si d'un coup, en fait, il y a une espèce de plexiglas qui est venu, comme ça, boum, et toutes les blagues que tu dis, ça tape le mur et ça te revient à la gueule. Alors toutes, mais même tes bangers, c'est-à-dire que tu jettes, ça fait boum, boum. Et genre, ça n'arrive pas à taper le public. Tu vois ou pas? Et ça, c'est une sensation. Malheureusement, je pense qu'il y a une part dans notre métier, malheureusement, je pense que même, après, on peut dire heureusement, et je pense que c'est ce qui nous anime aussi, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont en dehors de notre contrôle et qui appartiennent à la magie, en fait. Ouais, c'est la magie du moment. Voilà, c'est le moment qui a fait que parfois, il y a une blague qui a explosé à 18h, à 19h30, parce que le moment a fait que c'était drôle maintenant. Heureusement, c'est pas toutes les blagues, parce qu'il y a quand même une logique. Il y a quand même une logique, c'est-à-dire que on connaît nos sets, et je sais que sur un set comme ça qui a à 90% il marche, voilà. C'est pas ta faute, quoi. Voilà. Et, tu vois. Par contre, 90%, ça ne veut pas dire 100%. Donc, il y aura toujours un 10% que je ne peux pas anticiper avant parce que du coup, moi, c'est du direct. Les gens ne me disent pas en avance si vrai ou pas. Moi, je découvre. Donc, il y a quand même ce 10% de ta blague qui marche tout le temps. T'arrives et là, t'es surpris en mode, pourtant, non. Personne n'achète. Voilà. Ok. Tu parles beaucoup d'introspection et de travail, de dev personnel, etc. Est-ce que du coup, tu fais ça tout seul ou alors t'as des gens à qui tu poses des questions, à qui tu parles, etc. pour t'aider là-dessus? Intéressant ça. Des exos, quoi. Ouais. Il y a souvent, parfois, je parle à mes potes, mais genre sans leur dire que c'est pour le stand-up. Parfois, je refais un. Et imagine, il y a un mec. Il est pas drôle. Genre parfois, je leur fais demande comment j'étais par rapport à avant parce que c'est un truc qui me tracasse. Parce que, en fait, le stand-up a pris une telle place dans ma vie que parfois, je me rappelle plus trop de comment j'agissais avant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. C'est-à-dire que. T'as peur de changer?
je sais que j'évolue, donc je change, mais genre parfois j'arrive pas à matérialiser ce qui a changé. Donc du coup, c'est mes potes qui m'aident à me fixer par rapport à ça, je dirais. Mais sinon, l'introspection, c'est beaucoup quand même avec moi-même quand même. C'est beaucoup de dialogue avec moi, de ok, donc ça maintenant je suis comme ça, maintenant ok ça il y a 2 ans j'aurais réagi différemment. Ça, je viens de te dire, c'est le travail d'une vie de tous les métiers. Hein. C'est le fait d'évoluer et de savoir que il y a 2 ans t'aurais pas réagi comme ça, du coup tu te fais les sites. Tu te dis putain, j'ai gagné en maturité, j'ai gagné en, tu vois. Donc ça, mais c'est hyper important parce que du coup, la scène, ce qui est drôle, ça vient vraiment de là. Tu vois, donc ça vient vraiment de l'intérieur, donc faut s'analyser le plus possible. Et moralement, c'est pas trop dur de se prendre des bides. Genre quand tu crois à un moment et la soirée est juste ratée, rebondir, c'est pas évident, j'imagine. C'est pas évident parce que il y a 2 types de bides. Il y a le bide où, bon, les gens sont quand même avec toi parce que t'as capté la sympathie et vas-y, en vrai, ça a pas ri de façon extérieure, mais t'as pas passé un si mauvais moment que ça. Oui, ça va. Oui. Et il y a ces bides où, en fait où il y a le plexiglas qui se met en place. Et là, t'envoies tout, ça te renvoie à la gueule aussi vite que c'est parti. Et moi, il y a le seul truc que je me dis, c'est, vas-y, tant que j'ai pas été gênant, allez, ça va, ok, j'ai été peut-être le moins drôle sur la soirée, bah, nique sa mère, ok, tranquille. Par contre, quand je sens qu'il y a un malaise, et quand je sens que je suis en train de faire perdre le temps aux gens, ça, c'est un truc que ça me détruit parce que bon, voilà, j'ai quand même de l'expérience, mais ça me fait vraiment chier, ça. Okay. Tu vois, j'imagine que tu as quand même 2, 3, 4 moments là auxquels tu penses. Ah oui, bien sûr. Oui. Il y a d'ailleurs pas si longtemps que ça, là. Il y avait un EVG dans la salle. Ah, je lui ai tué son EVG, le mec. Hein. Ah, merde. Ah, en plus, le pire, c'est que le pire aussi, c'est quand ça rigole avant toi et après toi. Là, tu dis, c'est vraiment bon. Et c'est pas ça. C'est l'air en mode, écoute, avant moi, ça va. Et après, prends le micro. Et après, ça va. Tu vois ou pas? Ouais. Donc ça, c'est les moments les plus durs. Mais pareil, en fait, c'est que moi, je me raccroche à ça en se disant, ils ont beau ne pas rigoler à mes blagues, ils auront jamais mon sourire. Et là ils auront jamais mon bonheur. C'est impossible. Parce que c'est ce que je me dis, c'est que moi, mon leitmotiv, c'est le kiff et d'être heureux. Et je me dis qu'au final, même s'ils ne rigolent pas à ce que j'ai dit, c'est pas eux qui feront en sorte que je suis plus un kiffeur. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu mets de la distance et t'arrives du coup à... J'essaye d'en mettre un maximum parce que... et j'en mets avec du recul parce que sur le moment, je suis au bout de ma vie, hein, on va pas te mentir. Hein, les gouttes de transpi qui descendent. En plus, moi, quand je bide, je transpire, mais je dégouline. Ouais, t'as fait une vidéo là-dessus, je crois. Voilà, exactement, tu vois. J'ai une transpiration qui est quand même excessive de base. C'est-à-dire que quand ça se passe mal, même quand ça se passe bien, parfois, je dégouline. Transpire, ouais. Donc alors quand ça se passe mal, t'imagines bien que les gouttes, elles sont beaucoup plus rapides. Les gens le voient, ça, tu vois? De ouf. De ouf. Ah, merde. Ah oui, ils doivent être décomposés. Hein, tu sais, le public, ils ont un radar. Ils ont un radar à humain, en fait. Parce que, en fait, on est que des humains. Hein. Je suis pas un magicien, mais encore une fois, hein, je viens pas faire un tour de magie. Hein. Ce que je viens, c'est juste te dire un truc que moi, je pense être drôle. Je vais pas te faire sortir un lapin de mon cul ou un truc comme ça. Hein. C'est juste que, pour moi, c'est drôle, pour toi, ça l'est pas. Enfin, quoi. Ok. Ouais. Mais il faut toujours se dire ça, c'est avoir un truc extérieur auquel tu te rattaches qui n'est pas vraiment dépendant de la scène. Tu vois, moi, je me dis souvent, comme mon plus grand kiff après la scène, c'est le sport. Je me dis, ils peuvent dire que je suis la personne la moins marrante qu'ils aient vue de leur vie. Ils pourront jamais me dire que je suis pas musclé. Jamais. Ça ne peut pas. Ah ouais, c'est ego trip, hein. Le mec, il fait un looping, mais ça fonctionne. Exactement. C'est qu'en fait, c'est hyper égocentré, ce que je dis là. Ouais. Mais c'est ma manière à moi d'avoir un truc rationnel sur lequel me baser parce que mon métier est quand même assez irrationnel. Et surtout, maintenant, parce que je joue dans des gens qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas payé pour moi. Donc, les gens peuvent juste me trouver pas drôle. Et ils ont le droit parce que je n'ai jamais dit que c'était le mec le plus drôle de la Terre. Mais pour moi, j'ai besoin d'avoir un truc extérieur à ça où je peux me rattacher quoi qu'il arrive. Mais quelque part aussi, ils n'ont pas payé, donc tu leur dois rien. Quelque part. Ah, je leur dois rien. Parce que c'est eux qui ont décidé d'eux-mêmes d'aller voir des humoristes qui ne connaissent pas. Là, c'est de leur faute. Donc les gens ne t'atteignent pas. Mais c'est bien, je trouve que tu as vraiment une approche qui est très saine, en tout cas. Enfin, t'es pas dans le ressenti pur, quoi. Ouais. Moi, j'essaye d'avoir une approche de ma passion la plus saine possible parce que je sais que je me connais aussi. Je suis capable de tout foutre en l'air en 5 minutes. D'accord. Dire-moi le jour où je constate que je suis plus heureux, je me connais, je suis capable en 5 minutes de dire les gars, le stand-up c'est fini et de ne plus jamais revenir avec ça. Et de ouf. Et genre de pas revenir sur ma décision et de dire ok, ça c'est du passé, boum. Parce que je suis genre moi c'est hyper important le fait de kiffer dans la vie. Ça c'est trop important, tu vois. Et pour revenir à ce qu'on disait, c'est que mon échappatoire dans ça c'est le sport. Ouais.
Donc, le fait de faire beaucoup de sport et tout, et en plus, vu que je fais que ça, j'ai vraiment du temps pour en faire mieux qu'avant, quoi. Et donc, ouais, c'est ce truc-là de se dire, il me faut un truc en dehors du stand-up auquel je peux me rattacher et me dire, OK, c'est pas que ça ma vie. Parce que si ta vie, c'est que ça, le jour où ils rigolent pas, ils ont ta vie entre les mains, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je comprends. Il faut pas que ce soit une question de vie ou de mort pour moi. D'accord. Voilà. Est-ce que du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des passages où tu es extrêmement fier et là, parce que en fait, je pense que ce qui contrebalance les bides et le fait que c'est dur et le fait que c'est hyper aléatoire, c'est que tu as des hauts très élevés. Quoi. Ouais. Et là, quand ça rigole, c'est exceptionnel. Je me dis, mais je suis carrément trop drôle, en fait. Je suis le meilleur. En fait, ceux qui ont pas rigolé, c'est vraiment tous des fils de pute, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça, en fait. C'est le problème. Ouais, bah. C'est régulier, ces moments ou pas? Tu sais, quand tu joues 15 fois, oui, bien sûr, il y a je sais pas, t'en as au moins, je dirais, 7-8 qui sont très, très cool. Ouais. Tu vas en avoir quand même 3-4 où c'est dur. Et tu vas en avoir, oui, bah, encore 3-4 où c'est moyen. C'est cool, mais voilà. T'es pas ressorti du lot, mais cool. Ouais, mais du coup, il y a plus vraiment de moments qui sortent du lot il y en a 7 qui sont bien, mais il y en a aucun, c'est pas forcément exceptionnel non plus, tu vois. Ah, ok. Donc toi, tu parles vraiment de la scène où, vas-y, Max, leur genre, le kiff. Ouais, si t'en as toujours toutes les semaines. Ah, c'est trop bien. T'as toujours, ouais, non, il y en a. Tu sais que t'es accro à ce métier, en fait. Oui, bah oui, sinon, non, il y a toujours ces moments de kiff en fait, c'est plus une osmose. Mm-hmm. Parce que parfois, il y a des moments où sur scène, j'ai vécu des moments fous, et donc, moi, comme je réécoute tout, et quand tu prends la décibel de rire, elle est élevée, mais pas tant que ça. C'est plus une osmose du moment, la magie du moment, de cette connexion avec toute une salle, qui fait que, en fait, t'es tellement bien, et tu sens que eux, ils te le rendent aussi, et c'est plus l'instant du moment. Alors, c'est pas forcément. Alors, oui, bien sûr qu'il y a un ressenti sonore, hein, bien sûr que ça rigole, mais c'est pas non plus des trucs de fou malade, mais je sais pas, c'est cette magie de l'instant qui fait que c'est l'osmose, en fait. Ok. Tu vois, bah, c'est comme quand tu prends une bonne vague, et voilà. Et tu te laisses porter. Non, je t'écoute. T'as beaucoup parlé de Fary et de Roman Frécinet. Ouais. C'est un peu tes deux grosses refs françaises de l'humour. Moi, non, en vrai, alors je les kiffe, c'est des stand-uppers très très forts, qui sont vraiment très bons et tout, mais c'est pas mes stand-uppers préférés. D'accord. Moi, c'est Guillermo Guise que j'adore. Guillermo Guise, ouais, c'est en Belge. Ok. Donc, je t'enverrai les refs. Je t'enverrai les refs, très con, très drôle, mais justement lui, il fait le con sur scène et j'adore les gens qui savent rire, mais en faisant les cons. Ok. Ça, c'est un truc que je kiffe. Et comment il s'appelle, Jérôme Commandeur, c'est mon goat. Ok. C'est mon goat. Ah, il est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est con. Oh là là, mais je l'adore. Et aussi d'ailleurs, même j'ai vu, donc ça fait lui, je crois qu'il a arrêté. Gaspard Proust, très 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 fort. Ouais. Jamais trop suivi, si vous avez, j'avoue. Et il a un spectacle sur Amazon Prime. C'est très très fort. Tu recommandes? Oh, mais fois 1000. Ouais, fois 1000. Oh là là, non, vraiment, une écriture, c'est ça. Ok. Vraiment, Gaspard Proust, très très fort. Après, oui, forcément, Fary et Roman, c'est plus du stand-up pur. Mm-hmm. Tu vois, c'est le stand-up à l'américaine, c'est les angles, les machins, tu vois, alors que dans Commander, il y a du personnage. La mise en scène. Il y a du, voilà, et puis il y a du franchouillard aussi, tu vois, tu vois, tu peux se dire, quoi. Ouais, ça, c'est beaucoup trop drôle. Ok. Je kiffe, vraiment, j'aime beaucoup ces deux-là. Et aujourd'hui, quand tu fais un stand-up, tu vis comment le silence? Que tu parlais de stress tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu arrives à juste détacher pendant? Ou alors c'est un peu saliorique Ah non. Ah non, vraiment, tu vis le moment pendant, une claque, quoi. Pendant, mais c'est pas une claque, c'est une balayette. C'est vraiment, on te balaye. En plus, après, tu te relèves un petit peu parce que tu crois que ils vont te laisser te relever. Sauf qu'après, tu dis l'autre blague, ils te rebalayent, tu retombes. Et non, en fait, je pense que pour le coup, là, on n'est que des humains. D'accord. Et malheureusement, quand il y a 80 humains qui te regardent et qui sont pas d'accord avec ce que tu dis ou qui rigolent pas alors qu'ils ont une attente de rire et que toi aussi, en fait, on sait tous que si t'es là, c'est pas pour faire un TEDx. On sait qu'en fait, tu viens de dire des blagues, tu t'attends à ce qu'on rigole et tout le monde a bien compris que là, t'attendais un rire et que tu l'as pas eu. Donc, à un moment donné, les gens savent, quoi. Les gens savent. Tu vois, les gens savent, ils sont pas idiots. Donc, c'est un moment qui est dur à vivre. Après, en plus, quand tu fais un spectacle d'une heure, quand sur une heure, t'as pas les gens, c'est dur. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a des astuces ou des manières, en fait, de relancer la machine de manière un peu naturelle. Ouais, il y a des parties, question de. Il y a ce qu'on appelle des béquilles. Donc, tu peux arriver avec une petite béquille, mais sauf que ta béquille, tu l'as fait une fois. Ouais. 2 fois. Après, on va dire, mais frérot, du coup, on est une production pour des béquilles, nous. À un moment donné, donne-nous, genre, marche vraiment, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Donc, le truc de, ouais, putain, ça, c'est marrant, machin. Une fois, c'est drôle. 2 fois, bon, allez. 3 fois, on dit, mes chefs, sors-nous d'un truc drôle, là, parce que. Le mec est vraiment handicapé, quoi. Exactement. Mais je réalise que tout à l'heure, tu me disais que tu voulais faire du stand en anglais. Ouais. T'as arrêté, du coup? Ouais, ça, j'ai arrêté avant. Ah! Ouais. Pourquoi?
Parce que le français prend tellement de temps. Ouais. Tellement de temps. Après, est-ce que c'est un arrêt définitif? Seul l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, tu imagines bien qu'entre trouver une stratégie sur les réseaux sociaux, écrire un spectacle, trouver une stratégie de vente pour le spectacle, rôder toutes ces nouvelles blagues, ça me prend un temps. C'est presque un vrai métier, quoi. Ah oui, bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tu vois. Okay. Donc c'est impossible. Là, pour l'instant, je ne vois vraiment pas recommencer, prendre un anglais, appeler un pote qui parle anglais pour savoir si ça c'est bien, bien tourné, bien dit. Ah ouais, non, là, pour le coup, j'ai pas la force. Ah ouais. C'est fou de s'acharner. Enfin, c'est fou de s'acharner. Non, mais tu vois, moi, ça me paraît dingue. Ça me paraît très fou de me dire, vas-y, ce podcast, je le fais en anglais. Sachant que j'ai pas la certitude de me dire que j'arrive, que j'ai un assez bon niveau. Ouais. Je trouve ça méga courageux. Enfin, je sais pas si c'est de la folie ou du courage ou du panache, tu vois. C'est plus de la folie. En fait, je pense que dans ma personnalité, il y a un truc qui est cool, c'est que je peux avoir un côté, comment dire, où vas-y, ça me fait flipper. Mais en fait, j'ai une telle petite folie intérieure qui fait que parfois le danger, c'est drôle. Vas-y, moi, quand j'arrive à me dire c'est drôle, je peux y aller. Ok. Tu vois, donc forcément, l'anglais, quand tu prends un peu de recul, quelqu'un qui n'est pas bilingue en anglais, qui va à Toronto sans visa et qui au final arrive en entretien d'embauche, il dit les gars, j'ai pas de visa, on dit mais chef, non en fait, tu vois. Et puis arriver à donc de ces beats que j'ai pris à New York où vraiment pour le coup, c'est pendant 5 minutes, il y a un truc de qu'est-ce qu'il raconte. C'est même pas drôle ou pas, c'est on comprend rien. On comprend rien ce que tu dis, gros. Tu vois, et ça oui, c'est de la folie ça. Tu vois, parce que pareil, comme je suis pas drivé par un objectif précis, c'est ça qui quand je suis détaché du but, moi je suis très bon. D'accord. Par contre, quand tu mets un but précis, cadre, rigide, machin, là dans ma tête ça explose très vite là. Parce qu'en fait c'est un peu je pense que mon cerveau il est un peu artistique quand même. Ok. Tu vois, mais je suis un éternel combat entre mon côté de moi sportif, rigoureux, discipliné, qui va à la salle, machin, qui fait ses trucs, machin, et le côté en moi qui est aussi artiste, qui n'aime pas le cadre, qui veut flâner, prendre son temps, qui veut kiffer, qui s'en fout de réussir ou pas, parce qu'en fait, tout ce que je veux, c'est que c'est des moments de vie, en fait. Ouais. Tu vois. Pourquoi tu penses que tu n'arrives pas à recalquer ton modèle sportif sur ton modèle gros dur. Ouais. Parce que c'est purement parfois contradictoire. Parce que le sportif, dans le sport, 1 plus 1, ça fait 2. Dans le sport. Oui, c'est logique, c'est rationnel. Ça fait 2, c'est rationnel. À un moment donné, quand tu perds 3-0, tu peux dire j'ai plus aimé cette équipe. Oui, t'as perdu. Voilà. Dans le stand-up, 1 plus 1, dans 80% des cas, ça fait point d'interrogation. Pense pas. Okay. Pourquoi est-ce que Farid remplit plus que Roman Fressinet? Personne peut te dire de façon rationnelle pourquoi c'est le cas. Pourquoi est-ce que des gars, moi je connais, qui sont pas connus, mais là je parle d'un gars comme, je sais pas moi, un mec qui s'appelle Rodrigue, qui est l'un des gars les plus forts, pas connu du grand public encore, mais qui daigne à l'être. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore explosé? Personne peut venir avec son carnet t'expliquer de façon rationnelle. Donc là, il y a eu ça. Alors que dans le sport, on va dire, écoute, il a pris 3-0 là, 3-0 là, tu vois. Okay. C'est que ce truc-là, en fait, c'est que moi, mon cerveau, il est en constante... je pense que c'est un combat permanent entre un côté rationnel, donc qui a fait ce que je suis, parce que c'est grâce à ça que j'ai fait du sport longtemps, que j'ai pu faire de la compta, avoir un master, parce que j'ai une discipline, une autodiscipline. Mais là, je me suis rendu compte, et c'est pareil, ça c'est le fruit d'une introspection très très longue, qu'en fait, j'allais pas pouvoir m'en sortir dans mon domaine là actuel qui est l'humour qu'avec ce côté-là. Il va falloir que je vienne casser ça, mais casser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je vais pas dire que tu te poses sur un canapé, t'attends que les idées viennent et puis ensuite non, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai appris à marier mon côté rationnel sportif et mon côté artistique complètement fou et parfois totalement illogique, totalement. Mais en fait, parce que tu montes sur scène avec tes imperfections. C'est-à-dire que moi, mes imperfections, c'est ce qui fait que je suis drôle. Parce que comme je dis, je suis pas un vanneur, moi. Hein. Je suis pas un vanneur, je suis pas un gars qui va te sortir le timing, tu vois, tu veux dire ou pas. Donc moi, ce qui fait rire, c'est mes imperfections. Donc, c'est-à-dire que ces imperfections-là, si je ne les accepte pas et que je viens qu'avec mon truc carré, comptable, machin et tout, non. Okay. Ça veut dire que je dois accepter mon taux de déchets parce que c'est ce taux de déchets-là qui fera que peut-être que dans 1 an, ce sera drôle. Okay. Parce que j'ai ce côté, tu vois, par exemple, je suis un bordélique de fou. Moi, je suis un bordélique, mais né. C'est-à-dire que carrément, quand c'est trop organisé, mon cerveau il est en mode oula, c'est bizarre. C'est bizarre ça, tu vois. Et donc du coup c'est pour ça ce mariage là entre les 2 côtés, c'est un travail d'une vie par an. Ok.
Est-ce que tu arrives, quand tu pousses à la salle de la grosse fonte, à bosser en même temps? Tu penses à tes blagues, tu penses à ce que tu vas faire ou pas du tout? C'est un taf où tu peux jamais arrêter de penser à tes blagues. Ouais. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a souvent avec des potes à moi, c'est on pensait à quoi avant le stand-up? Parce que vraiment, D'accord. si on pense qu'à ça, on dit, putain, mais du coup, on pensait à quoi avant? Ouais. Parce que moi, c'est pas un rêve de gosse, moi. C'est-à-dire que avant le stand-up, je ne pensais pas être sur scène. Hein. Donc, je me dis, mais à quoi je pensais? Franchement, parce que... Et donc, non, c'est tout le temps. C'est quand... tu vois, moi, quand je vais à la salle de sport, j'ai une salle où il y a un sauna et un jacuzzi. Ouais. Donc, je suis très souvent au sauna et au jacuzzi. Même là, tu penses à tes blagues. Quand tu es tout seul, tu penses à tes blagues. Quand tu te lèves le matin, tu y penses. Après, les moments où tu es vraiment posé en mode, vas-y, là, je suis en créatif, en mode en vraiment écrire, c'est des moments qui sont différents. Et c'est pas tout le temps. Tu vois, moi, je me laisse toujours au moins 1 ou 2 jours par semaine. J'écris pas. Parce que je régénère, je fais autre chose. Et surtout, mon but, c'est aussi de tenir sur la durée dans ce métier. Et j'imagine que tu as aussi un bloc-notes long comme très long sur ton téléphone. J'ai des notes, des sujets qui ont jamais été testés. Plein de blagues nulles avec que des échantillons de machin. Exactement, ouais, Voilà, c'est ça. C'est vraiment un travail d'artisan, le stand-up. Parce que on n'est pas des vrais artistes, parce que tu vois, un artiste, il te fait un dessin, il dit, écoute, l'art, c'est ça. Moi, je peux pas arriver en me disant, écoute, ça, c'est drôle. Si pour toi, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Bah, c'est pas drôle. C'est-à-dire que si tu arrives sur scène avec un truc pas drôle, tu dis, ouais, mais c'est ça mon art. On va dire, ouais, super. Mais pour nous, c'est juste nul. Tu vois? Et t'es obligé de modifier ton art pour que ça plaise aux gens. Donc, t'es un artisan plus qu'un artiste. D'accord. Peut-être que c'est juste pas le bon public. Alors oui, après ça, c'est un débat éternel. Tu sais, tu peux dire, oui, en fait, ça se trouve, oui. Sauf que quand tu le fais 4 fois devant un échantillon de 80 personnes, personne ne rigole, c'est que tu peux tourner le truc dans tous les sens, mais bon, le réel te rattrape. Ok. On va entrer dans le dernier segment de l'émission. Donc, je vais te poser la question que CC m'a posée il y a quelques jours de ça. Et après, donc, je vais te demander de me poser ta question que tu as préparée en amont, j'imagine. Oui, ça. Parfait. On a déjà un petit peu touché, mais en gros, la question de CC, c'était si tes parents avaient pu choisir ce que tu allais faire aujourd'hui, ce que tu aurais dû faire aujourd'hui, je pense qu'ils t'auraient fait faire quoi? Tu ferais quoi? Oh, mais je ferais comptable fois 1000. Comptable fois 1000? Oh, je serais un comptable, mais un comptable en fonction publique. Un comptable en collectivité. Indéboulonnable. Il serait au même siège de ses 20 ans à ses 55 ans, tout dans la stabilité. Tout ce que mes parents voulaient, pour moi, c'est un truc stable. Stable. Parce que eux, comme ils ont eu des problèmes d'argent, ils se disent forcément, il faut que mes enfants ils soient le plus stables possible. Comme ça, ils connaîtront pas ce truc-là. Sauf que moi, comme je suis un petit peu plus foufou, je les ai vus avec un problème d'argent. Je leur ai dit, ouais, mais au pire, j'en aurai aussi, mais avec ce que je veux. Tu vois? Donc, je pense que c'est ça qui... C'est bien quand même, c'est-à-dire que tes parents n'étaient pas forcément... Tu l'as dit tout à l'heure, hein, ils te soutenaient pas forcément, mais ils ont quand même accepté. Ouais. Genre, le rapport par rapport à ça, c'est OK? Ou c'est pas un sujet de conflit? Non, c'est vraiment... C'est OK. Avec mon père, ça a été un petit peu compliqué, surtout le moment où je voulais partir vivre aux States pour faire ça. Là, il s'est dit, mais où est-ce qu'il va? Donc là, ça a été un peu plus compliqué, mais au final, ils ont accepté. Et c'est plus du tout un sujet de conflit. Après, moi, par rapport à ça, c'est un peu mon jardin secret, moi, l'humour. Dans le sens où mes parents, comme ce que je fais pour l'instant, j'ai pas de spectacle, je suis pas à la télé, je suis en comedy club, ça reste encore abstrait, donc je leur parle pas tant que ça du stand-up. Parce que c'est pas encore, j'ai pas encore les résultats, j'ai pas encore ce qui serait cool pour eux. Donc, pour l'instant, voilà, quand tu me demandes ça se passe bien, je dis ouais, ça se passe bien, tu sais, machin, j'étais à Bordeaux, machin et tout, mais je rentre jamais dans le détail. Ok. Pour le coup. Et dans 2 ans, bam, l'Olympia. Dans 2 ans, je vais les amener à l'Olympia. Tu vois, Doumbia, bah, c'est moi là. Tu vois, c'est nous ça. T'as un rêve en vrai? C'est une bonne question ça. Tu sais que j'en parlais avec un pote à moi et je crois que j'ai plus vraiment de rêve parce que j'ai réussi à être en alignement avec moi-même et à trouver mon bonheur intrinsèque. Donc, je suis intrinsèquement heureux. D'accord. Et le rêve, ça revient à l'objectif, à un truc à toucher, à machin. Ça, pour le coup, certes, moi, ce que je kifferais, c'est vivre mieux de ma passion et et de devoir moins choisir quand je dois acheter un truc parce que forcément, tu sais, genre financièrement, faire des choix. Bien sûr. J'aimerais devoir faire moins de choix financièrement et ça serait la conséquence de vivre mieux de ma passion. Ok. Ça, c'est l'objectif, on va dire, à moyen, long terme. Mais est-ce que j'ai un rêve, genre, si je fais Bercy, ce serait incroyable ou quoi? Ça, je t'avoue que non. Ok, t'arrives à te détacher de ça, en fait. Je suis détaché. Par contre,
c'est que là où justement je peux être un peu compliqué à comprendre, c'est que je mets en marche les choses pour que ça aille le plus loin possible. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir la rigueur que je trouve la plus cool possible à allier avec bien sûr un bien-être et tout ça qui est vraiment qui est non négociable pour pouvoir aller le plus loin possible dans ce métier-là. Mais par contre, jamais je me dirais cette salle-là c'est le GOAT, c'est le rêve, c'est le machin et tout. Et parce que en me disant ça, je me laisse intérieurement une énorme marge de manœuvre dans le sens où j'ai pas d'attente envers moi-même. Donc du coup, je peux me donner à 200% et me dire de toute façon, j'ai pas d'attente. Par contre, si demain je te dis, si demain moi je me dis à moi l'Olympia sera incroyable, tant que je suis pas à l'Olympia, je vais y penser tous les jours et je vais me frustrer. Et le plus grand ennemi d'un stand-upper, on le dit souvent entre nous, c'est la frustration. Ah ouais? Ouais, c'est hyper frustrant comme métier. Parce que sur 50 blagues écrites, il y en a peut-être quoi, 10 de marrantes. Donc, à partir du moment où il y a plus de pas marrants que de marrants, la frustration elle va forcément venir. T'es sur une pente glissante, quoi, ouais. En fait, apprendre à gérer la frustration, c'est la base et c'est aussi important que l'écriture. C'est aussi important que bosser ses réseaux sociaux. C'est la base de ce travail-là. Et moi, ma manière à moi de ne pas me frustrer, c'est de savoir que je bosse pour aller vers le plus haut possible, je le sais, mais je ne nomme pas du tout le plus haut possible. Ok. Voilà. Tu vois où ça te mène et tant que ça reste sain. Tant que ça reste sain, tranquille, et puis si on fait les choses bien et qu'on est patient, et je le suis, on devrait arriver à faire un truc cool dans ce métier. Ok. Voilà. Ok, trop bien. Merci pour la réponse. Mais avec plaisir. Est-ce que tu as une question maintenant pour la prochaine invitée? Ok. La question pour le prochain invité. C'est la prochaine invitée? C'est la prochaine invitée. La prochaine invitée, ok. Quel est ton leitmotiv ultime? Ok. Ça, c'est un truc que je pose souvent à mes potes humoristes. Donc, toi, tu l'as déjà expliqué. C'est kiffer avant tout. C'est le kiff. Être un kiffeur, ouais. C'est ça que je kiffe et c'est comme ça que je me définis. Par exemple, avant, quand j'avais pas encore commencé le stand-up, je voulais être défini par un mec qui bosse beaucoup, un travailleur, machin. Maintenant, ce que je kiffe et ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est un kiffeur. Tu vois, ça, j'aime bien. Ça, je peux défendre ça. Tu vois? Parce que le travailleur, c'est l'ego, ça. C'est l'ego, comme je t'avais dit, avant, voilà, tu veux avoir beaucoup d'ego, tu veux être... Puis moi, je me suis construit sur le modèle des sportifs. Beaucoup. Et ça, c'est un piège. C'est un truc que j'aimerais aborder. Vas-y. C'est le piège de énormément de mecs, de s'être construit sur le modèle des sportifs comme CR7, Kobe Bryant, que je respecte, hein, mais qui ont un rapport toxique au travail. Ils ont un rapport toxique et ils te vendent ce rapport toxique comme étant le Graal et tout. En fait, moi, maintenant, avec du recul, quand tu me vends ça, moi, à part me vendre une dépression avec des trophées, tu vends rien, en fait. Ouais, mais après, tu disais un peu tout à l'heure, en fait, le sport, c'est très rationnel, c'est très binaire. Donc, forcément, si tu bosses plus, tu fais plus d'entraînement, etc., mécaniquement. Alors que quand t'es dans l'écriture, quand t'es dans la blague, la créativité surtout. Ouais, c'est créatif et c'est tellement abstrait. C'est abstrait. Si tu bosses 10 heures sur ton papier, t'es pas sûr de faire un truc bien, tu vois. Pas du tout. Alors que je comprends. Alors que c'est vrai que oui, si t'as un gars qui passe 6 heures par jour sur un terrain de tennis face à un gars qui passe à 1 heure par jour, mécaniquement, sauf si c'est un génie. Mais alors, dans ce cas-là, c'est le fils de Roger. Oui, voilà. Bon. Normalement, non. Normalement pas. Je vois pas. Mais moi, je pense que comment dire, ce qui m'a un peu biaisé dans ma vie, c'est que j'ai trop été construit sur le modèle des sportifs. Je les ai trop mis en modèle ultime, alors qu'au final, je ne suis pas un sportif pro. Je suis un kiffeur de sport. Donc, qu'est-ce qu'il est carré, mon Dieu. Oui, mais je suis pas sportif pro. C'est-à-dire qu'il y a personne qui me paye pour ça. Ouais. Tu vois. Et sauf que j'ai voulu, pour une grande partie de ma vie, appliquer ce modèle-là à un peu tout dans la vie. C'est-à-dire que ce modèle, je pense qu'il marche dans le sport. Ok. Mais il marche pas dans tout dans la vie. Alors certes, il y a plein de trucs de sport que tu peux appliquer à la vie et vice versa, mais tu peux pas faire un copier-coller parfait de tout le temps. Et en fait, ça a été ça un peu mon erreur dans ma vie, je pense, plutôt quand j'étais jeune. Ouais. Okay. Écoute, je te remercie pour la question. Je la poserai à la prochaine invitée. C'est important. Alain, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter encore du kiff quand même, parce que là, on a encore beaucoup de kiff à venir. En vrai, et puis si on parle un peu plus, on va dire de façon rationnelle, le spectacle qui va arriver bientôt, que j'espère arrivera maximum en janvier prochain, mais je pense que quand même il y aura des V1 ou des V2 ou des V3 avant ça. Donc de continuer à kiffer ce que je fais, de continuer à avoir un rapport sain à ma passion, parce qu'il y a que ce rapport sain qui fera que je resterai très longtemps dans ce milieu-là. Et puis surtout de continuer à prendre du plaisir sans avoir d'objectif précis. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai envie de me souhaiter, moi.
Et si on veut te retrouver, on te retrouve sur ton Insta du coup. Sur mon Instagram, Alain Doumbia. Donc là, je vais sortir pas mal de petites vidéos sympathiques. Ouais. Donc abonnez-vous avec grand plaisir. Et puis j'espère vous voir au spectacle aussi. Hein. Et si on veut te voir sur scène, donc. Sur scène, je suis pas mal au Paname. Au Paname. Au Paname, au Joke, Ouais. Barbès. Joke, celui de Baptiste Le Caplin. C'est ça. Ouais. Barbès. Là, il n'y a pas d'humoriste qui est affilié à ça. Ouais. Donc vraiment, dans 80% des comedy clubs parisiens, je passe ma tête. Donc pour tes en semaine au Joke ou Barbès. Voilà, en semaine au Joke, au Paname. La Capuchin sera là. Voilà. T'annonces le jour même ou quelques heures avant quand tu passes ou pas du tout? Non, jamais. Parce que j'avoue que c'est un truc où voilà, tu vas quand même travailler des blagues. Le but, c'est que les gens viennent au spectacle et pas sur un 8 minutes qui peut être parfois casse-gueule. Ok, ouais. Disons-le quand même. Mais voilà, en tout cas, j'espère vous voir bien nombreux à mon spectacle. Et puis j'espère t'y voir aussi d'ailleurs, hein, parce que maintenant, c'est du coup, maintenant, j'ai pas c'est le bon, choix. hein, Si t'as pas le choix, tu vas recevoir une invite, hein, dès qu'il sort, voilà. Hein. Bah, avec grand plaisir. On espère t'y voir en tout cas. Merci Alain. Merci à toi, c'était très cool. Hein. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et laisser un avis, ou même à nous contacter directement pour nous le faire savoir. Tu retrouveras nos contacts et réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et en attendant le prochain, pose-toi la question, et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?